Il représente tout ce qui est, toutes les valeurs du trail que moi j'affectionne et Steph aussi, c'est-à-dire l'échange, la communauté, le partage, le bon moment, on est... la famille. C'est vraiment... ils répondent vraiment aux valeurs du trail comme nous on l'entend, comme on l'aime. Salut à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Let's Trail Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et voici dans cet épisode le retour des enregistrements en face à face, en face to face, et oui. Je vous expliquerai dans quelques instants les conditions et qui sont mes invités dans cet épisode. Juste avant, je souhaite remercier toute la communauté des soutiens participatifs du Patreon et notamment Frédéric Kaiser, Richard Sissambou qui nous vient de Brazzaville au Congo et Xavier Preta. Merci tous les trois de votre générosité et de soutenir le LTP, vous intégrer, comme je le dis à chaque fois, une magnifique communauté de trailers passionnés et bienveillants. N'hésitez pas donc si vous souhaitez aider le Let's Trail Podcast à vous rendre sur la plateforme Patreon, patreon.com/Let's Trail le podcast. C'est grâce à votre soutien que tout le travail effectué depuis ces années est récompensé. Allez, passons maintenant à la présentation des invités du jour. Dans cet épisode, je reçois Christelle et Stéphane Echen qui résident dans le Luberon. Et Christelle a fait appel à moi pour une petite surprise pour son mari et pour son anniversaire. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai décidé de prendre le micro et de me déplacer dans le Luberon pour aller m'entretenir avec ce couple passionné de sport, passionné d'ultra-trail, qui a vécu pendant quelques années en Guadeloupe. Ils sont militaires de carrière professionnelle et de formation et ils nous expliqueront la relation qu'ils entretiennent avec ce sport. Ils nous expliqueront aussi leur historique en Guadeloupe et vous l'entendrez, c'est une véritable discussion de passionnés que nous avons eue. Et donc, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cette discussion avec Christelle et Stéphane Echen. Je suis avec Stéphane et Christelle. Salut tous les deux, merci beaucoup de me recevoir chez vous, dans le Luberon. Alors je vais préciser un petit peu les circonstances qui m'ont amené à enregistrer cet épisode avec vous. C'est toi Christelle qui m'a sollicité récemment pour faire une petite surprise à Stéphane. Et déjà ça m'a énormément touché que tu me sollicites parce que apparemment Stéphane est un fidèle auditeur. Puis on se connaissait puisque on habitait pas très loin à la Foire les Oliviers. Vous avez déménagé. Mais en tout cas Christelle, je te remercie énormément de m'avoir sollicité pour enregistrer cet épisode. Christelle, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, Christelle, j'ai 41 ans, je suis infirmière en pratique avancée. J'ai grandi dans le sud-est, du côté de Marseille, et j'ai passé les 20 dernières années en tant qu'infirmière militaire, armée que j'ai quittée il y a quelques années pour reprendre mes études et pour faire cette nouvelle spécialité d'infirmière en pratique avancée. Et désormais, je travaille dans un centre de rééducation cardiaque dans les Alpilles. Très bien. Stéphane, même exercice pour toi, je te propose de présenter quelques mots. Ouais, salut Nico, merci effectivement d'être venu, mais merci Christelle aussi pour cette invitation, puisque tu fais également partie du jeu. Je m'appelle Stéphane Echen, je suis ancien Faranquais, effectivement, on était voisins il n'y a pas si longtemps avec Nico. Maintenant, je me suis un petit peu expatrié dans le Luberon pour un peu plus de dénivelé et un côté sauvage. Et je travaille actuellement pour une société qui s'appelle La Française des Jeux, pour pas faire de pub, et je m'occupe de tout ce qui est coordination, prévention, infrastructure, et en fait tout ce qui est partie QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Mais bon, je vais pas trop rentrer dans le détail, sinon tout le monde va éteindre le podcast. C'est pas super intéressant. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Ah oui. Ok. Et voilà, on est mariés, on n'a pas d'enfant, on a juste un chat sur ses derniers mois de vie qui a 20 ans. Son prénom Sherpa. D'ailleurs. Évidemment. Bien évidemment. On y reviendra, mais ouais, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est clair. Bon, merci à tous les deux. Je suis vraiment très ravi d'être avec vous. Comme je disais tout à l'heure, ça me touche énormément que déjà vous m'écoutiez tous les deux. Et puis, on m'a sollicité à plusieurs reprises pour faire un épisode un petit peu axé sur le couple, comment vit un couple dans le trail, dans l'ultra-trail. Et puis,
je trouvais que c'était une super occasion là, de par la sollicitation de Christelle, de faire un petit peu cet épisode sur ce thème-là, sur comment vous vivez-vous le trail, l'ultra-trail ensemble, puisque toi Stéphane, tu es un ultra-trailer aguerri, qui a une expérience de ce sport assez importante, tu vas nous en parler. Juste avant de rentrer dans le détail, est-ce que Stéphane, toi tu peux nous expliquer un petit peu en quelques mots, en quelques phrases, où tu as grandi et la place du sport dans ta vie? Alors, en quelques mots, je vais t'expliquer. Donc, en fait, moi, je suis issu d'une famille, j'avais un père qui était militaire, donc j'ai pas mal bougé jusqu'à, on va dire, l'âge de mes 7-8 ans. J'étais dans le sud-est, je suis monté sur la région parisienne, ça a été très court et tant mieux. Je suis désolé pour les auditeurs parisiens. Excusez-moi, un épisode sur 2, il y en a pour nos amis parisiens, vous saluent. Non, on était en week-end à Paris en plus, donc on a eu un petit peu froid d'ailleurs. On est revenu vite dans notre sud. Donc voilà, après je suis descendu au plus proche des Pyrénées, puisque moi j'ai une famille qui est ariégeoise. Ouais. Et en fait, donc j'ai découvert la montagne donc dans les Pyrénées. Mon père m'a fait découvrir la montagne dans les Pyrénées. Et en fait, j'ai passé donc toute ma jeunesse dans ces Pyrénées, un peu comme Kylian Jornet, un petit peu qui a commencé dans les Pyrénées, mais sans le talent. Je sais pas ce talent qu'il a. Je l'ai peut-être croisé un jour d'ailleurs. Personne ne l'a d'ailleurs. Personne ne l'a effectivement. Et donc voilà mon côté sportif. Alors à l'école, c'est le sport qu'on nous impose un petit peu, mais ça m'a toujours plu. J'étais meilleur au sport qu'en maths, en physique et surtout en français. Donc du coup, je me faisais quand même plaisir sur les différentes séances qu'on nous programmait pendant les périodes collège, lycée, et j'ai touché à pas mal de sports. J'ai commencé par faire du judo à un niveau moyen quand j'étais petit, puisque mes parents ils me disaient faut que tu apprennes à te défendre, un peu comme tous les parents, hein. Ils aiment bien que les enfants sachent se défendre si un jour ils sont attaqués ou agressés. Et ensuite, en fait, moi j'ai suivi les bandes de potes, puisque c'était quand même une relation de bande de potes, et quand ils faisaient du judo, on faisait du judo, puis après j'ai fait du tennis, à plutôt pas trop mauvais niveau. Et quand j'ai commencé à être à bon niveau, j'en ai eu marre, et je suis parti au foot, où là du coup j'avais un plutôt mauvais niveau. Mais en fait, on me mettait un peu sur le terrain pour courir. Là où je me suis aperçu qu'en fait, quand... T'avais 3 poumons. Ouais, c'est un peu ça en fait. J'avais aucune technique, j'avais les pieds carrés. Mais le coach, quand il me faisait rentrer, c'était pour ou au milieu courir un petit peu de partout, un peu à la Kanté. Occuper l'espace. Ouais, occuper l'espace. Ou alors sur le côté, courir et centrer. Donc je faisais des allers-retours, je courais, je centrais, je défendais, voilà. Mais vraiment à mon très 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 faible niveau. Donc ça, c'était avec les potes. À quel âge à peu près là, cette période? Le foot, c'était, je devais avoir 14 ans, on va dire 14-15 ans. Ouais. D'accord. Mais c'était plus pareil, 3e mi-temps, où des fois je rentrais dans des états plutôt... À 14 ans? Non. À 14 ans? Ouais, c'était... Je veux pas revenir sur certaines histoires, mais c'était... Ne faites pas ça chez vous. C'était pas très très beau, effectivement. C'est pas très très beau. À 14-15 ans, j'ai pris ma première... petite surconsommation d'alcool, et c'est mes parents qui m'ont récupéré. J'en suis pas forcément fier, mais bon, maintenant c'est passé. Et du coup voilà, donc pour revenir un petit peu à la course à pied, j'ai quand même toujours couru. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais fait une course, une de mes premières courses, c'était, je devais avoir 12 ans, c'était à Haute-Rive, un petit village dans le sud-ouest, où j'y vais. On était venu me chercher en me disant tiens, il y a une petite course nature au bois en bas, et puis j'y suis allé et je l'ai gagné. D'accord. Et j'avais aucun entraînement. Bon, il y avait le niveau d'Haute-Rive, quoi. C'était un petit village de 7-8 000 habitants. Et je l'ai gagné. Et alors, est-ce que ça a été un déclic ou pas? J'avais des prédispositions, effectivement, les 3 poumons, le côté peut-être génétique, puisque mon père faisait du vélo à semi-pro à un moment donné. Donc, j'ai cette chance. Et donc, voilà, ça m'a plu. J'ai commencé à courir un petit peu à droite, à gauche, faire des courses nature. Et ensuite, ça peut être la découverte de la montagne, parce que je suis un passionné de montagne. Et il s'est trouvé des jours où, en fait, quand on montait un petit peu en marchant, on descendait en courant. Donc voilà, la pratique du sport, elle a commencé très très jeune, et elle s'est perpétuée après avec les années, petit à petit. Elle s'est renforcée au fur et à mesure. Ouais, elle s'est renforcée. Je suis rentré à l'armée assez rapidement, puisque j'étais pas voué pour faire une école d'ingénieur. Ça me motivait pas trop. Donc je suis rentré à l'armée assez rapidement en tant que pompier militaire, et où on pouvait faire du sport, on avait une activité physique assez importante, et donc j'ai continué le sport par rapport à cette activité, à ce métier. Voilà, on reparlera juste un petit peu plus tard de l'aspect cette période militaire. Toi, Christelle, de ton côté, la place du sport dans ton environnement alors moi, c'est différent. Moi, j'ai grandi près de Marseille, dans un petit village près de Marseille. Tu peux le citer? Simiane-Collongue. Simiane-Collongue. J'ai grandi à Bouc-Bel-Air. Ah,
On a dû aller au collège ensemble. Eh oui. À Georges Brassens. À Georges Brassens, bien sûr. Voilà, magnifique. Eh oui. Tu vois, comme quoi le monde je pense qu'on était en T'es né en 81. Ah, mais je suis en 82. Ouais, donc on a vraiment dû. On se trouve des points communs à chaque fois qu'on parle d'un truc. Ouais, c'est vrai. Donc j'étais à Simiane et le sport dans ma famille ça a pas bercé mon enfance. Mon père faisait du tennis, ma mère allait à la salle, elles sont toujours très entretenues au niveau physique, mais sans comme Stéphane dans sa famille faire des compétitions, il y a pas cette culture. Ma mère était très protectrice et elle avait souvent peur que je me blesse, donc je faisais du sport au lycée, au collège. Je faisais du volley, j'aimais bien le volley. Je détestais les cours d'endurance au collège. Non, j'ai vraiment découvert le sport à l'armée, parce que je suis rentrée à l'âge de 18 ans, pour faire mon école d'infirmière et après pour poursuivre ma carrière. Et c'est vrai que ça fait partie du job d'être sportif, plus ou moins. Donc le sport, c'est une culture à l'armée, donc notamment le footing. Et pendant toutes ces années, avec les missions, avec les différentes mutations, on continue. Puis après, j'ai rencontré Stéphane très tôt, donc lui était très sportif aussi, donc ça a toujours bercé notre vie. Mais j'ai jamais fait mes premières compétitions, on va dire, mes premiers dossards. C'était il y a pas longtemps, c'était en 2015 peut-être. Voilà, sur des petits trails, des petites courses, et voilà. Et voilà, moi, j'ai pas le même niveau que lui, je fais pas du trail. Mais malgré tout, en fond, t'as toujours eu une activité sportive. Oui, toujours. J'ai fait de la salle, je faisais du fitness, j'ai toujours, même en parallèle avec le boulot, je continuais toujours, j'ai toujours été inscrite pour faire des cours de filles. Oui, non, ça a toujours été, j'ai jamais arrêté le sport, c'est toujours été de l'entretien, mais pas de la compétition. Stéphane, puisqu'on a bien compris qu'on sent venir l'histoire là, que vous vous êtes rencontrés, il me semble, en lien avec l'armée, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur sur cette période-là, sur votre rencontre, où, comment ? Alors, je te parle de notre rencontre. Ouais, c'est assez sympathique. C'est assez. Alors, en fait, moi, je travaillais sur Salon de Provence, donc pas très loin d'ici. Ouais. Et j'étais donc pompier sur la base aérienne de Salon de Provence. On s'occupait de tout ce qui était partie aéronautique. Et en fait, chaque année, à Salon de Provence, qui est l'école des officiers de l'armée de l'air. C'est là où il y a la patrouille de France. C'est là où il y a la patrouille de France, d'ailleurs. C'est là, effectivement, où il y a la patrouille de France. Puis on s'occupait effectivement de tout ce qui était sécurité de la patrouille de France aussi. En fait, chaque année, donc, il y a le bal des promos, qui est un bal où, en fait, c'est le bal de fin d'année des officiers, qui arrivent très bien habillés, qui invitent un petit peu toutes les filles du secteur pour leur trouver une femme, en fait. C'est un petit peu ça. Donc c'est un très beau bal qui s'organise chaque année, où il y a des invitations. Et en fait, ce jour-là, moi, je m'occupais de la sécurité sur le bal des promos. Et Christelle, en fait, était en stage d'infirmière, encore en école. C'était une jeune étudiante qui est venue effectuer un stage à l'infirmerie sur la base aérienne de Salon de Provence. Et on s'est rencontrés ce soir-là. Du coup, coup de foudre, pas coup de foudre, je sais pas, il faudrait qu'on en rediscute. C'est tellement vieux maintenant. C'était quand même il y a une vingtaine d'années. Et voilà, on a travaillé ensemble toute la soirée. Enfin, travailler, c'était un bien grand mot. En fait, on a rien foutu de la soirée, clairement. On a fait que parler. On s'est retrouvés au bord d'une fontaine. Et on s'est assis, on a discuté. Quand on a levé la tête, il était 7h du matin. Et en fait, on n'avait rien vu passer. et voilà. Mais la soirée, c'est quand même pas trop mal passé. Il n'y a pas eu trop de problèmes, heureusement. Parce que c'est vrai qu'on non, ça s'est bien réglé. Tes gars, ils ont été cool. Et non. Et voilà. Et vu que j'étais en stage pendant un mois, on a continué à se voir. Et en vrai, 3 jours après, je m'incrustais chez lui parce que moi, je logeais à l'infirmerie et que c'était pas super, les couvertures qui grattent de l'armée. Donc, c'était à l'école d'infirmière à l'armée militaire. Ouais, il y en a qu'une. À l'époque, elle était à Toulon. D'accord. Et j'étais à l'école d'infirmière, ouais. D'accord. Oui, je suis vraiment pur produit militaire. Ok. Et ensuite, là, Christelle, je te laisse un petit peu poursuivre sur votre histoire commune dans l'armée. Très simple. Du coup, on a dû se marier très jeune parce que à l'époque, en fait, on a toujours été mutés. À l'armée, on a la mobilité et on a dû se marier très jeune pour pouvoir être rapprochés. Quand on était mariés, ça permettait, si l'un était muté à quelque part, de l'autre de rejoindre sans faire de demande, sans faire d'attente. Et au final, on s'est mariés au bout de 2-3 ans. Et j'ai été mutée à fin d'école d'infirmière à Châteaudun. D'accord. On a vécu 4 ans, donc Stéphane m'a rejoint immédiatement. Châteaudun, c'est dans quelle région ? C'est près d'Orléans. C'est entre Orléans, Tourchart, c'est dans l'Eure et Loire. D'accord. C'était un choc pour nous, parce que nous on était du sud et on nous a mutés. Moi j'ai pleuré pendant 1 semaine. Ouais. C'était très difficile, mais
Au final, à refaire, on referait parce on s'est fait des amis qui sont devenus la famille, parce que là-bas, on est loin de tout et qu'on est tous dans le même cas, donc on se retrouvait tous. On a continué à faire du sport parce que, bon, après, c'était plat. Le problème là-bas, c'est que c'est très, très plat. Donc, mais ça nous a permis de voyager. Nous, on est des passionnés de voyage et on avait... on faisait que ça, on faisait que voyager. On voyageait 2 fois par an, des mois. On a fait le tour du monde et on a passé les 4 ans... très facilement, oui, malgré le froid. Et au bout de 4 ans, je me suis fait remuter sur Marseille. Voilà, il fallait absolument qu'on revienne chez nous. Enfin, d'accord. Moi, je suis marseillaise et je suis fière je suis très ancrée à mes racines et voilà, moi, le but, c'était de revenir chez nous. La région est importante pour toi. Ouais, moi, ma ville, Marseille, même le fait d'habiter dans le Luberon, c'est très loin, ça me peine un peu, mais j'y retourne au moins 1 fois par mois, ne serait-ce que juste aller en ville, voir mes copines, mais j'ai besoin de ça. C'est très important pour moi. Lui, moins, Stéphane, moins. Marseille, il n'est pas... Toi, déjà, initialement, t'es pas de la région à la base, t'es plutôt du sud-ouest, tu disais. Ouais, jusqu'à mes 18-19 ans, effectivement, j'étais dans le sud-ouest et au pied des montagnes. Donc, Marseille, c'est bien, c'est vallonné, effectivement, il y a des montagnes, mais ça m'a toujours manqué, en fait. Et en fait, je suis resté. Moi, j'aurais bien voulu vivre vraiment en montagne. Bon, après, on fait des choix quand on se marie, effectivement. Mais on fait des concessions. On fait des concessions, effectivement. Et donc, chacun fait des concessions. Là, on s'est rapproché du Luberon pour un peu plus de dénivelé. On s'est éloigné de Marseille. J'aime bien la ville, effectivement. Mais ouais, on fait des concessions. Et puis, j'ai fait beaucoup de concessions par rapport à la montagne, puisque quand j'ai rencontré Christelle, je faisais beaucoup de montagnes, voire de hautes montagnes, de l'escalade, un petit peu d'alpinisme. Mais il a fallu calmer tout ça, parce que sinon, je serais peut-être plus là à en parler. Parce qu'en faisant un petit peu le tour du monde avec mon père dans les différents massifs, Himalaya, Cordillère des Andes, bon voilà, il y a eu des événements un petit peu qui ont fait qu'au bout d'un moment on a dit bon stop, il faut se calmer parce que sinon, comme beaucoup d'alpinistes reconnus, ils n'arrivent plus jusqu'à l'âge de la retraite. Tu peux, je sais pas si c'est possible de rentrer un petit peu plus dans le détail de cette période-là. C'était entre quel âge et quel âge et c'était avec ton père, tu disais ? Ouais, on a toujours, comme je te disais, on a beaucoup tourné dans les Pyrénées et ensuite les Pyrénées c'est beau, mais on se limitait plus qu'aux Pyrénées, donc chaque année on partait en voyage et on faisait des sommets. Donc on a fait le Maroc, on a fait le Népal, on a fait la Bolivie. Et en fait, à chaque fois, on allait faire des sommets, donc de 4, 5, 6 000 mètres. Et moi, clairement, dans ma vie, j'avais pour objectif de grimper au moins 1 fois l'Everest, puisque c'était un rêve, c'est toujours un rêve. Maintenant, il faut un budget de fou pour le faire. Et en fait, on augmentait à chaque fois un petit peu la difficulté, on augmentait la technique. Et donc, il y a eu une année, il y a eu un petit déclic. En fait, une année, on va au Népal pour faire un 6000. Et du coup, en fait, je te coupe, tu étais déjà avec Christelle ? J'étais déjà avec Christelle. On était à Châteaudun. Ouais, tout à fait. On était à Châteaudun, dans la Beauce. Ça devait être en 2007. Ouais, peut-être. Et donc, on part, comme chaque année, en fait, on faisait 1 ou 2 expéditions par an. Et on part avec mon père et une équipe constituée avec, comme ça se fait habituellement, les guides, les porteurs, etc., pour faire un 6000. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens de communication qu'il y a maintenant. C'est 2007, je crois. Et donc nous on fait notre sommet, et en fait la nuit avant le sommet, en fait 2 jours avant le sommet, on prend une grosse tempête de neige en pleine nuit. Du coup toute la nuit on sort des tentes, les tentes elles s'effondrent sur nous, les porteurs nous aident un peu à enlever toute la neige. Et en fait ce qui s'est passé, dans la même nuit, dans la vallée qu'il y avait à côté, il y a une expédition de Français qui a été prise par une avalanche. Et donc il y a eu 7 ou 8 morts. Donc du coup, sans moyen de communication, sans information, quand le lendemain matin, en allumant la télé, Christelle ou ma mère qui était là, ou ma sœur, allume la télé, voit 7 morts au Népal dans une vallée voisine, elles n'avaient pas forcément compris, on n'avait pas les retours, on n'avait pas les noms. Donc elles sont restées 3 jours en fait sans savoir qui c'est qui était sous l'avalanche, quoi. Donc ça a été un petit moment compliqué et ça m'a fait aussi réfléchir en redescendant, puisque moi 3 jours après on est revenu dans le secteur de Namché Bazar où on a pu avoir le téléphone. Et quand j'ai appelé, elles étaient en pleurs toutes en disant voilà, vous n'êtes pas au courant. Non, on n'était pas du tout au courant. Donc du coup voilà, ça nous a fait réfléchir, enfin ça m'a fait réfléchir, et puis je me suis dit maintenant il faut peut-être que je passe à autre chose, et peut-être pas que je laisse ma vie non plus, même si c'était vraiment une passion. Et donc je me suis orienté vers le trail, qui est une activité un petit peu moins dangereuse. Et donc voilà, ça a été une période un petit peu compliquée. Bon, on a refait des sommets quand même en Bolivie. Une expérience en Bolivie aussi où j'ai eu des problèmes à 6005. Mais bon, si je commence à en parler, on va rentrer vraiment dans les détails de 3 heures. Non, mais si tu peux en parler de manière. Sur un sommet générale. En Bolivie, en fait, on est parti pour faire des sommets également en Bolivie. Et il s'est passé que sur un sommet à 6003,
J'ai eu des très très mauvaises... on a eu de très bonnes conditions climatiques, mais moi j'ai eu des très mauvaises sensations. En fait, en grimpant le sommet, j'ai commencé à avoir un mal des montagnes. Après, j'ai commencé à tituber et chuter en fait, tous les 3 à 5 mètres. On avait des gros pénitents à passer. En fait, j'arrivais pas à les passer. Je tombais. Donc à 200 mètres du sommet, j'ai abandonné. Ton père est venu te chercher. Mon père est venu me chercher, on est redescendu. Je n'arrêtais pas de tituber et tomber. En fait, je me suis aperçu plus longtemps après qu'en fait, j'ai fait une embolie cérébrale. Ah oui. Un début d'embolie cérébrale, voilà, donc en fait, j'aurais pu aussi y passer. Donc, à un moment donné, on se pose encore des questions et on s'est dit, bon, allez, pour l'instant, on va monter moins haut. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Exactement, tout à fait, exactement. J'avais ma femme, j'avais ma famille, je voyais que ça l'inquiétait à chaque fois qu'on partait. Donc voilà, on a tous une partie d'égoïsme, même si je suis un passionné de montagne, je le referais bien, mais voilà, à un moment donné, on se dit, bon, on passe à autre chose et on trouve une passion dans le trail. Voilà. Aujourd'hui, tu as trouvé le trail après qui a rempli ce manque de la montagne. Exactement. Tout à fait. Toi, ton point de vue, Christelle, sur cette période de la vie de Stéphane, ça a été dur à gérer, j'imagine? Non, parce que je me rappelle quand qu'il y a eu l'accident au Népal, sa sœur m'a appelée. Et donc on était tristes, on attendait des nouvelles. On s'était dit que si on n'avait pas eu de nouvelles de l'ambassade, c'est que c'était pas eux. Enfin, on cherchait des moyens de se persuader que c'était pas eux. Et elle me dit, mais si c'est eux qui sont morts, au moins ils sont morts heureux. C'est dur d'entendre ça, c'est dur à dire, mais effectivement, moi j'ai toujours laissé libre d'aller où il veut. Quand il me disait j'aimerais aller là, il attendait pas mon autorisation parce que quoi qu'il arrive, c'était ok. Moi, comme aujourd'hui encore, moi je suis pour la liberté, je suis pour réaliser ses rêves. La vie elle est courte. Par mon métier, je le vois, par ce qu'on a vécu en tant que militaire, je le vois. Donc je l'ai jamais empêché de faire ça. C'était dur, mais je me disais que c'est ce qu'il aimait faire. Donc même s'il était arrivé quelque chose, et heureusement qu'il n'y a rien arrivé. Mais c'était son choix, c'était sa passion. Donc, moi, j'étais à la maison, je faisais ma petite vie, et puis voilà. Et puis, revenait, il était heureux, c'était le principal. On avait souscrit une bonne assurance vie aussi. C'était surtout ça. Je croisais les doigts, mais non, rien à faire. Donc, non, c'était difficile. Quand il partait, j'avais pas peur. J'étais contente pour lui, et puis voilà, il revenait. Et puis, moi, j'ai un tempérament optimiste, donc jamais je me disais, est-ce qu'il va revenir ? Sa mère, elle est plus dans le côté pessimiste, donc elle avait peur à chaque fois. Moi, non. Non, au contraire, j'étais contente qu'il le fasse et je suis contente qu'il l'ait fait. Et voilà, maintenant c'est le trail. Et si un jour il me dit, parce que la Bolivie, quand il est revenu, il m'a dit j'y retournerai parce que pour lui c'est un échec et l'échec c'est pas dans les options de vie de Stéphane. S'il veut y retourner, il y retournera. Et je l'empêcherai pas. C'est pas, en gros, déjà dans un premier temps, je bien mettre en avant le fait que c'est aussi important de dire qu'il y a beaucoup de couples ou beaucoup de situations où c'est aussi l'inverse. C'est aussi des fois les femmes qui vont faire des objectifs. J'imagine que des fois tu fais t'as des objectifs, t'as des rêves, et Stéphane est là aussi derrière toi. On n'est pas toujours dans une logique de femme qui suit l'homme. Moi, j'ai pas Alors oui, j'ai des objectifs, mais j'ai pas le même niveau, et je pense que j'ai pas la même confiance que lui en moi pour penser à faire des choses comme ça. Moi j'aime voyager, donc je suis déjà partie voyager seule sur des endroits où Stéphane ne voulait pas aller. Il m'a laissé m'arriver. Voilà, c'est la même logique en fait. Oui, il m'empêchera de rien. Et si je lui dis voilà, j'étais partie à la Nouvelle-Orléans toute seule parce que j'ai toujours voulu y aller, il n'a pas voulu venir, je suis partie 3 semaines toute seule. Il s'est pas inquiété, il m'a laissé partir, je me suis régalée. Et on vit chacun nos passions, on laisse l'autre. Voilà, si on ne peut pas la liberté, mais malgré tout vous êtes là pour vous aider, Ah oui, parce que pour les trails, on en reviendra après, mais maintenant les voyages c'est devenu des voyages de trail. Il essaye de me faire passer tiens, on pourrait aller à tel endroit, il y a un trail, un ultra. C'est bizarre ça. Tiens, donc c'est pas la même configuration de voyage, mais bon, on arrive à s'associer comme ça du coup. Donc moi j'ai mon voyage, je fais ma plongée parce que j'adore plonger, et Steph lui il fait son petit ultra. Voilà. D'accord. Donc on essaie de s'associer. Et toi par rapport notamment à la plongée dont tu parlais, Stéphane, tu l'aides, tu la soutiens dans cette passion? Ouais, alors on a beaucoup de liberté effectivement là-dedans. Alors je vais pas rentrer puisqu'on est dans un podcast de trail quand même, mais on a beaucoup de liberté par rapport à nos voyages, nos activités. Chacun fait ce qu'il veut dans le couple au niveau bien sûr activité, trail. On va rester cadré quand même un minimum. Bien sûr. Mais voilà. Alors après effectivement je la soutiens. Ouais, elle est passionnée de plongée, Christelle. Donc on a fait quand même pas mal de voyages plongés. Moi
j'aime bien ça, mais j'ai des problèmes en fait. Moi, c'est plutôt montagne. Dès que je monte, ça va bien. Dès que je descends sous l'eau, ça se passe plutôt très très mal en fait. Donc ouais, je le fais quand même. Je profite un petit peu de plonger avec Christelle, mais ouais, elle plonge beaucoup plus que moi. Et du coup, ben voilà, donc je l'accompagne et même dans ses futurs projets, puisque là, elle a un projet de faire le Val d'Aran, qui va être sa première grosse course au mois de juillet, ben je vais l'accompagner. Bon, j'en ferai un petit aussi, puisque tant qu'à faire, autant. Il y a plusieurs distances. On va en faire. C'est vrai. Je vais. En fait, il s'incruste à chaque fois. Maintenant que je commence à avoir des objectifs un peu plus longs en trail, il s'incruste. Là, et pareil, mon gros objectif personnel, c'est de faire, j'espère, l'OCC en 2024. Tiens donc, monsieur veut peut-être faire l'UTMB du coup. Voilà. Pourquoi pas leur En plus, à tomber, c'est pas le même jour. Oui. C'est ça aussi, c'est difficile en trail, c'est de trouver des courses qui sont pas ensemble, parce qu'il faut quand même que je sois toujours là pour faire les ravitaux. Ça, c'est encore un autre sujet. Et inversement. Oui, lui aussi. Pour en revenir un petit peu à cette période, Stéphane, donc on a compris, volontairement, tu décides de laisser un petit peu cet aspect alpinisme derrière toi. Raconte-nous un petit peu la période où tu commences à vraiment faire du trail. Déjà, est-ce que tu es conscient que c'est du trail? À quel moment c'est? Quelle place ça a dans ta tête à ce moment-là? Alors en fait, comme je t'expliquais un petit peu au début, le trail, c'est un sport encore jeune, et moi ça fait très très longtemps qu'en fait je cours ou je trottine en montagne, puisque quand j'étais petit, quand on partait dans les Pyrénées, sur mes premiers sommets, on se faisait des petites parties en courant, on descendait en courant. Les gens nous prenaient pour de fous d'ailleurs, parce que on disait toujours, ouais, non mais je me rappelle dans les années 2000, la personne qui était en basket en montagne, on le prenait pour un fou. Si on n'avait pas des chaussures de montagne en cuir qui pèsent 3 tonnes et qui montent quasiment jusqu'en haut du mollet, on disait, oh là là, mais les chevilles, t'es pas protégé. Bon, on est bien revenu en arrière parce que maintenant on est tous avec des baskets. Les croyances de l'époque. C'est vrai, c'est ça. C'est ça. Et j'ai eu des entorses avec des grosses chaussures en cuir qui pesaient 3 tonnes. Mais bon. Et du coup, voilà, j'ai commencé à courir un petit peu. Après, je me suis projeté un peu sur d'autres expéditions, puisque je partais, on a fait la traversée de la Réunion en rando, mais on faisait des petits sommets aussi en courant. J'ai fait le GR20 aussi, pareil en rando. Mais comme ça me suffisait pas, en fait, le soir, je me faisais tous les petits sommets qui étaient autour du GR20 en courant, quand on finissait l'étape. Donc ça, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Donc c'était du trail, en fait, sans le nommer, sans mettre un dossard, puisque pendant longtemps, j'ai pas mis de dossard avant de me motiver à mettre un dossard. Pendant très très longtemps, je partais courir, même à l'époque où j'étais faranqué, comme toi, Nico, je partais courir en colline, mais j'avais pas la motivation de mettre un dossard. C'était plus courir ou seul ou accompagné, mais voilà, sans cette grande motivation, ou partir sur des week-ends, aller se faire plaisir en montagne, mais je faisais du trail sans le nommer, en fait. Sans le savoir. Ouais, C'était quoi, dans les années 2010, ça? C'était au début des années 2010, dans les années 2000 et début 2010, avant que j'accroche mes premiers dossards. Tout quand on est revenu de Châteaudun, qu'on est invité à la phare. Exactement. On a la colline juste derrière. Ouais. Parce que Châteaudun, effectivement, la course en bosse, c'était plat. C'était plat. Il y a les châteaux d'eau, mais bon, c'est un petit peu compliqué, c'était les seules montagnes qu'il y avait là-bas. Donc, mais on regrette rien, comme disait Christelle. Mais voilà, c'est début des années 2010 environ. Je courais quand même pas trop mal en montagne ou en colline. Et toi, Christelle, quand tu vois Stéphane partir dans les collines de la Fare, tu te dis mais pourquoi, comment, non? Ou tu es avec lui, tu cours aussi à ce moment-là? Comment ça se passe? Alors moi, le dénivelé au début, c'était très compliqué. J'ai pas de muscles. Au début, il partait courir en colline. Il partait faire ses footings et après c'est au retour qu'il me disait je suis passé par là, je suis passé par là. Après la Fare c'est pas non plus, c'est pas immense. C'est pas des grands dénivelés, mais moi j'ai commencé à le suivre sur des premiers trails, le trail de la Sainte-Rosalie. Je crois que c'est sur ces premiers trails là ou le trail à Coudoux, où je crois que j'ai accroché mes premiers dossards en faisant des toutes petites distances. Les collines du Berger. Les collines du Berger, exactement. Tous les petits classiques de notre coin. Ouais, c'était les tout premiers. Donc tu courais déjà aussi au début des années, dans les années 2010? Oui, parce qu'à l'armée, tu cours. Donc voilà. Après moi, j'aime beaucoup la nature. J'aime les grands espaces. Donc je préfère courir sur un tapis. J'ai horreur de ça. Donc courir en colline, oui, c'était logique. Je marchais dans les côtes, je m'éclatais en descente, je regardais le paysage. Moi, j'ai pas la même notion que lui. Lui, toujours dans la performance. Moi, c'est vraiment prendre du bon temps, profiter, vivre pleinement le moment. Ouais. Donc c'est ça que j'aime dans le trail, et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est d'avoir ces grands espaces, de respirer, de vivre le moment dans la nature. J'aimerais bien rebondir sur ce que vient de dire Christelle. Stéphane, tu es plus dans la performance, tu peux nous en dire plus? Est-ce que ça vient de l'éducation que tu as eue, ou est-ce que tu te sens pas totalement... Tu
tu fais nom de la tête, alors peut-être que tu te sens pas totalement dans cet état d'esprit compétitif? Alors je dirais oui et non, j'ai pas du tout commencé par la performance, elle est venue, je ne vais pas dire naturellement parce que ça fait... c'est pas très humble. En fait, au début, je courais, comme je t'expliquais, un petit peu à droite à gauche, vraiment au plaisir. Et sur les premières courses, en fait, ça a pas trop mal marché. Franchement, j'avais aucun cadre, je m'entraînais pas du tout. Ça a pas trop mal marché, je faisais des résultats plutôt corrects. Et en fait, le problème, c'est que quand tu commences à faire des résultats corrects, tu as toujours envie de faire plus. Te dire, tiens, finalement, j'arrive à être dans les 5 premiers, dans les 10 premiers, sans faire grand-chose. Puis si je me mets un cadre autour, peut-être que finalement, j'arriverai à faire mieux. Et après, ça vient naturellement. Donc ouais, en fait, maintenant, c'est vrai que quand tu accroches un dossard, tu dis toujours... j'y vais tranquille ce week-end, mais non, en fait, non, quand t'as un dossard, c'est parti, quoi. La course, elle est partie, si t'as quelqu'un devant, t'as envie d'aller le chercher. Donc, après, je suis pas dans la performance, je veux faire des distinguos où de plus en plus de trail se rapproche un petit peu du triathlon. Alors, j'ai rien contre nos amis triathlètes, mais j'ai connu des mauvaises expériences où un triathlon, c'est quand même assez guerrier comme sport, hein, où tu te bats jusqu'au bout. Moi, j'aime pas ça. Moi, en trail, il faut qu'on puisse discuter. C'est pour ça que j'aime bien l'ultra aussi. Il faut qu'on puisse partager. Il faut qu'on puisse même passer la ligne ensemble si à la fin, je vais pas taper un sprint à quelqu'un parce qu'on est ensemble à 100 mètres de la ligne. C'est pas du tout mon état de pensée. Je pense que c'est pas du tout l'état de pensée, effectivement, de la plupart des trailleurs. Et j'espère que si ça peut rester comme ça, c'est top. Du coup, je me suis perdu là, je sais plus de quoi on parlait. T'es premier, t'es l'esprit compétitif qui t'anime ou pas? Ouais, alors maintenant oui, toujours un petit peu plus, effectivement, comme je te dis, quand je mets un dossard. Mais ça empêche que moi, mon plaisir, c'est d'aller me faire une sortie longue dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Je prends quasiment plus de plaisir à me faire une sortie en équipe, en groupe, que de mettre un dossard, et notamment sur les trails courts où c'est un peu plus la guerre qu'avant. Oui, mais on a tous, je pense, à un moment donné, quand tu mets un dossard, la personne qui me dit ouais, j'ai pas notion de performance, si, parce que tu vas donner un temps, parce que tu vas donner un objectif. Donc du moment que tu donnes ça, finalement, tu as une notion de performance. Je connais peu de gens qui arrivent sur un trail en se disant finalement, si j'abandonne, c'est pas grave. Il y a certains trailers, ultra-trailers qui ont pour objectif de finir. Donc c'est un objectif de performance ouais. en soi. Ouais. Pareil, moi les objectifs de performance c'est par rapport à moi. Jamais j'arriverai sur un trail en me disant je veux faire un top 10, un top 50. J'ai toujours au fond de la tête, on l'a, mais c'est plus une histoire de temps, une histoire de notion de temps de passage. C'est vraiment contre soi, quoi. C'est pas contre les autres. D'accord. Je n'en dirais pas du tout comme ça. Intéressant. Pas du tout. Christelle, toi, pour en revenir à cette période où vous commencez à faire du trail, toi et Stéphane, c'est quoi pour toi le trail, la communauté du trail dans le début des années 2010 là, ça te parle? Tu sens qu'il y a un sport qui est en train de naître? C'est quoi? Ça représente quoi pour toi? Quand on a commencé, alors ce qui est important à raconter aussi dans notre vie par rapport à ça, c'est quand on est parti vivre en Guadeloupe. On est parti vivre en Guadeloupe de 2017 à 2019. Et là, Stéphane s'est inscrit à un club qui s'appelle les Guada Run Green. Qu'on salue, qui sont devenus notre club, avec qui on a partagé pendant 2 ans, 2 ans de vie, 2 ans de trail. En Guadeloupe, les Guada Run Green, c'est une famille, c'est une communauté, c'est quelque part entre guillemets des expats métropolitains qui vivent aux Antilles. Et tous nos week-ends, c'était des trails, c'était des sorties, c'était l'échange, c'était le partage. Ils représentent tout ce qui est toutes les valeurs du trail que moi j'affectionne et Steph aussi, c'est-à-dire l'échange, la communauté, le partage, le bon moment. La famille. C'est vraiment. Ils répondent vraiment aux valeurs du trail comme nous on l'entend, comme on l'aime, comme on le voit dans toutes les sorties, dans toutes les compètes qu'on fait. Moi, je sais que quand j'ai commencé à suivre Steph sur ses ravitaux au tout début, je rencontrais souvent des femmes de trailers, et toujours les mêmes, et on se retrouvait n'importe où en France, on se retrouvait sur des compètes, on reprenait des nouvelles, on échangeait. Enfin, c'est pas que les trailers entre eux, c'est vraiment le trail, ça prend pas que l'athlète, ça prend aussi l'entourage. Tout le monde s'investit. Et ce que j'aime, c'est comme il disait par rapport au triathlon, j'ai rien contre le triathlon, j'ai essayé, j'en ai fait un pour voir un petit peu comment c'était.
Mais en trail, tu verras jamais les mecs, on parle entre nous quand on court. Sur une ligne d'arrivée, bon, maintenant, ça t'attend peut-être un petit peu à changer, mais on arrive main dans la main. Enfin, moi, j'arrive pas sur une ligne d'arrivée en premier, ça arrive jamais, mais on se tire pas la bourre. C'est bienveillant. Voilà, c'est la bienveillance que j'aime. Et en Guadeloupe, c'est ce qu'on a vécu pendant 2 ans, mais c'était du 100%. Et c'est, je pense, à partir de là que vraiment notre vie elle tourne autour de ça à 80%, peut-être 60%. C'est depuis ce moment-là, depuis ces gens-là, depuis cette communauté-là. Et on fait toujours partie de ce club. Et on s'inscrit toujours aux courses sous ce nom-là. Et on le sera encore pour des années. Hein. Ouais, ça fait partie de votre histoire. C'est notre histoire, mais c'est ancré vraiment. Les Guada Run Green, c'est... J'invite tout le monde, tous les gens qui, si un jour vous allez en Guadeloupe, découvrir cette magnifique île. Outre la plongée, qui est fabuleuse aussi, si vous voulez faire du trail, découvrir les chemins, adressez-vous à ces gens, vous les trouverez. Ils sont partout et ils vous font découvrir l'île dans des chemins que les touristes n'ont pas l'habitude de voir. Et c'est l'amour de l'île et la passion du sport. On ne peut pas leur enlever. Vraiment, il faut y aller. Je mettrai dans les notes de l'épisode un petit lien vers leur site ou vers leur page Facebook. Et d'ailleurs, il y a une grosse communauté Team Guada Run Green qui est en France, qui ont connu le Team Guada Run Green en Guadeloupe et qui sont toujours en France sous ce groupe, sous ce club. On les quitte pas en fait. Il n'y a pas que nous, hein. Tous les greens, on s'appelle les greens, qui ont vécu en Guadeloupe et qui rentrent en métropole pour des raisons professionnelles ou personnelles. On ne quitte pas le club. On court encore avec les maillots de là-bas et on fait vivre ce club à travers le monde c'est plus qu'un club de trail. En fait. Ouais. C'est une famille, Mais c'est fédérateur, hein. C'est naturel. Et c'est que des expats. Pratiquement. Non, il y a quelques Guada quand même. Oui, il y en a quand même. Tu vas rencontrer Nico à Madère dans pas longtemps, puisque il y a quelques-unes qui viennent à Madère. Petit rewind, Stéphane, dans le temps, entre le moment où tu commences à faire du trail et le moment où, effectivement, comme le disait Christelle, vous connaissez le Guada Run Green. Yes. J'ai inversé les deux mots. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Tu performes un peu sur des trails, tu prends conscience qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans ce milieu-là. Sur quel type de format tu veux aller ? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un ordre d'idée de ta pratique à cette période-là ? Ouais, alors effectivement, je commence comme tout le monde par des distances un petit peu courtes, des 10, des 20 km. Pour moi, en aucun cas, je serais capable de courir plus que 20 km. Déjà, c'est énorme. Je ne me sens pas capable. Et puis petit à petit, en fait, un peu comme tout le monde, les réseaux apparaissent. On a de plus en plus d'informations par ces réseaux. Je vois pas mal de vidéos d'un certain Denis Claire, Zinzin Reporter, qui font rêver. Franchement, qu'on salue, qui est un mec adorable. Qui font rêver quand on voit ces vidéos, toutes ces vidéos, parce que pour moi c'est quelqu'un qui a fait découvrir le trail à beaucoup de gens, qui nous a fait rêver par ses vidéos clairement, et qui a initié beaucoup de gens au trail. Donc franchement, ce qu'il a fait pour le trail, moi je trouve qu'il est fantastique ce gars. Et puis voilà, je continue aussi sur des réseaux à voir un petit peu Christophe Le Sceau, les anciens en fait, les Dawa Sherpa, tout ça, qui promouvoient le trail à travers de vidéos et des réseaux, et ça fait rêver d'augmenter les distances, même si franchement on s'en sent pas capable, alors que je marche pas trop mal. J'ai l'âge aussi pour pas trop mal marcher sur la distance courte, et petit à petit en fait j'augmente la distance et je commence à vraiment y prendre du plaisir. Je crois que la première grande distance que je fais, c'est l'Ubai Trail. Format marathon, le 42. Ouais, le 42, qui est un format fantastique, et pourtant, alors j'ai adoré. Le chapeau du gendarme. Le chapeau du gendarme, j'ai jamais vu, parce qu'en fait, j'ai jamais vu, tellement il y avait de brume et de pluie, que j'ai entendu la cloche, et je l'ai vu quand elle était à 10 cm de mon visage. Et en fait, pareil, je crois que je vais à Lubaï à un moment donné, sur une première grande distance, et pareil, sans aucune préparation quasiment, et je performe pas mal. Ouais. Je sais plus, alors je me rappelle même plus de mon temps, mais franchement, je fais quelque chose d'assez correct. Et puis franchement, je kiffe complètement le bike trail, j'adore, la descente elle est fantastique. Qui n'aura plus lieu d'ailleurs. Il n'aura plus lieu d'ailleurs. Ouais, je sais, malheureusement, c'est terminé. C'est terminé. Ouais, la complexité fait que j'ai vu ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage, chez nous en Provence, c'est vraiment un trail qui compte. Ah ouais, complètement. On est un peu déçus tous dans la région que ce trail ait disparu. Quoi. Ouais, c'est le trail où quand il y avait les inscriptions, il fallait t'inscrire dans les 24-48 heures, sinon t'avais plus de place. C'est un peu l'équivalent du Ventoux en fait. C'est ça. C'est un peu les gros événements de la région qui comptaient quoi. Et c'est vraiment dommage, si quelqu'un veut reprendre, effectivement, je trouve qu'il
On va pas rentrer là-dedans, mais c'est dommage parce que c'est vraiment un très 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 beau trail. Et même le faire en off, franchement, j'incite tout le monde à aller au chapeau du gendarme et tout. C'est vraiment super au niveau paysage. Puisque je l'ai refait quand même pour voir le paysage, puisque la première fois, j'ai rien vu du tout. Il a fait une pluie du début à la fin. Mais bon, ça, c'est le côté aussi sympa qu'on a dans le trail. Il fait pas toujours beau, c'est ça qui est chouette aussi. Et donc voilà, en fait, je m'aperçois que ça marche pas trop mal. Et puis j'augmente petit à petit de distance. Après, je vais sur un événement que tu affectionnes particulièrement, c'est le Festival Templier. Et là, c'est le déclic, l'ambiance. T'avais jamais fait de gros événements avant celui-là? De gros événements? Non, je crois pas, non. Vraiment, c'est que chaque fois, c'est des courses régionales. Je m'engageais pas, effectivement. Alors, le problème sur les trails, c'est que souvent, tu es obligé des épreuves comme ça. Tu prends le dossard 8 à 9 mois avant. Sinon, t'as pas de place. Ça, c'était pas mon truc. Moi, je prenais un dossard une semaine, 15 jours avant. J'aurais décidé le temps ou pas. Il allait faire beau. Et puis, je m'engageais. Et là, je me suis dit, d'ailleurs, j'avais un collègue qui me dit, tiens, on va faire les Templiers, qui courait pas mal. Un collègue guyanais qui courait pas mal. Et je m'inscris sur les Templiers, et puis là, c'est vraiment le gros kiff, quoi. C'est fantastique, l'ambiance, le départ, les frissons fabuleux. Encore au départ. Je crois que je prêche un convaincu. T'adores les Templiers, je comprends. J'aimerais bien d'ailleurs la refaire, j'aimerais bien essayer de l'année recaser. Prochaine, on y retourne. Je me rappelle encore la bergerie à la fin, où on fait un ravito dans la bergerie avec les brebis et tout ça. La ferme du Cad. Ouais, c'était génial, quoi. C'était génial. Où il y a du roquefort, là, tu te dis que si tu manges du roquefort, t'es foutu pour la fin de la course. Du coup, j'en ai pas mangé. T'as pas mangé des roqueforts du coup, j'aurais dû parce que je me suis tapé une hypoglycémie dans la dernière montée. Tu vois, je me rappellerai toute ma vie. C'est pour ça qu'ils en mettent là. C'est ça. Il faut manger du roquefort au Cad, c'est obligé. C'est obligé. Et du coup, j'ai vraiment dit, je me suis tapé une hypoglycémie, mais pendant un quart d'heure, 20 minutes, couché sur un rocher, ça a été une belle expérience. Ça n'est plus jamais arrivé. Mais voilà, je passe la ligne. C'est l'effet Puncho d'Agast, ça. C'est ça. Les dernières bosses, quand on les connaît pas, quand on n'a pas repéré, franchement, on prend quand même cher. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, c'était le premier long. Et puis après, ça en est suivi des inscriptions, un cadre un peu plus rigoureux au niveau des entraînements. Ouais. Et puis ça n'a pas trop mal marché. Alors, ça a commencé à bien marcher, c'est vrai, quand je suis arrivé en Guadeloupe, puisqu'avant, c'était pas cadré. Alors, je coupe, mais vous allez en Guadeloupe dans le cadre de l'armée, c'est ça? C'est Christelle qui est mutée, effectivement. On a toujours voulu partir à l'étranger, parce qu'on est militaire, on aimerait bien quand même partir à l'étranger, il y a des missions qui sont sympas. On voulait la Réunion, on était à fond pour la Réunion. Quand tu es travailleur, automatiquement, tu veux la Réunion, ça te fait rêver. Et Christelle me dit, voilà, on va proposer la Guadeloupe, j'aurais pas la Réunion. Donc on hésite, et puis finalement on n'hésite pas, on finit par foncer, on y va, on déménage. Mais c'est aucun regret, mais vraiment aucun regret, tellement c'est fantastique la Guadeloupe. Que les gens le connaissent en fait sous l'aspect plage, comme expliquait Christelle, mais ils le connaissent pas côté montagne, et c'est fantastique. D'ailleurs, il y a une super vidéo de Zinzin Reporter, de Denis Claire, qui est venu faire un ultra en Guadeloupe. La Transmartinique, non? C'est pas ça? Non, le TNBT, il a fait le Trans-Nord-Basse-Terre. Oui, Trans-Nord-Basse-Terre. Voilà. Alors c'est très particulier, puisqu'on le voit, la moitié de la vidéo enfoncée dans 20 cm ou 30 cm de boue. C'est très compliqué le trail en Guadeloupe, c'est pas rapide, c'est pas du tout roulant, c'est des temps. Quand on est arrivé, qu'on a vu les temps qu'il y avait pour les distances, on s'est dit, les gars, ils avancent pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, c'est quoi? Et en fait, quand on le vit, on comprend que pour faire 10 bornes, tu mets 3 heures, quoi. C'est l'environnement qui est particulier, qui est l'humidité, c'est très boueux, c'est très boueux, beaucoup de racines, donc tu peux pas dévaler des pentes, donc t'apprends à descendre là-bas. C'est vrai que quand tu reviens de Guadeloupe, t'es bon en descente, parce que il faut éviter les racines, moi je me suis fait une très très grosse entorse la dernière année sur une grande feuille monstrueuse qui est pleine d'eau qui m'a arraché le pied. Mais au niveau technique, on apprend bien. D'ailleurs, sur les ultra trails de Guadeloupe, il y a une communauté du Canada qui vient souvent pour faire ces trails là, parce que ils sont réputés, parce que c'est beau. Et puis c'est une ambiance particulière, donc c'est pas facile le trail en Guadeloupe, et c'est très formateur. Pour la suite. Mais on comprend pourquoi on n'avance pas. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont allés là-bas. Alors il y a des trails reconnus. Il y avait le Volcano Trail qui passait sur Eurosport à un moment donné, que Nicolas Martin a gagné, Andy Simons. Toi j'ai eu la chance de gagner, effectivement. Oui, la chance, c'est la chance. Mais c'est à partir de là que ça a vraiment déclenché. C'était un super trail à faire, qui a été annulé cette année parce qu'en fait, souvent, avec les cyclones, les tempêtes tropicales, c'est un peu compliqué. Surtout qu'en plus, en Guadeloupe, tu ouvres une trace. Ce qu'on appelle une trace, en fait, c'est un chemin. En fait, un mois après, elle commence à se refermer tellement il pleut, tellement il y a de végétation. Ça se referme de suite, donc il faut tout le temps entretenir les traces. Mais bon, j'incite vraiment le Volcano Trail, qui est un événement fantastique, magnifique autour du volcan de la Guadeloupe. Et après, les autres traces qui se mettent, c'est-à-dire le Trace Nord-Basse-Terre qui est organisé en début d'année.
Voilà, il y a des super événements, mais qui sont compliqués. Il y a beaucoup d'athlètes. Ouais, je disais, Benoît Girondel est venu, malheureusement, il s'est cassé les dents. Il y a Cédric Chavet qui a beaucoup. Voilà, je vais en parler justement. Cédric Chavet, c'est son terrain, parce que c'est quelqu'un qui est très rustre, Cédric Chavet, et il aime les trails difficiles. Rustique, pas rustre. Ouais, pardon, rustique. Et donc voilà, lui, c'est son terrain de jeu. Il adore aller là-bas, et je le comprends. Mais voilà, faut pas, c'est pas l'UTMB quoi. C'est pas l'UTMB. Il y a Sangue Sherpa qui était venu aussi. Enfin, on a beaucoup d'athlètes qui sont venus. Beaucoup se sont cassés les dents et certains effectivement y ont trouvé du plaisir. Fabrice Dalletto qui est allé plusieurs fois, le pauvre, et je le revois encore effectivement dans la souffrance, le pauvre Fabrice. Mais voilà, il faut vraiment des gars qui aiment se faire mal parce que c'est vraiment très très compliqué. Ouais. Les conditions sont particulières, l'organisation est particulière aussi. C'est pas l'organisation aussi bien rodée effectivement. On n'a pas les mêmes moyens qu'en métropole. Mais clairement, c'est magnifique. J'en profite pour saluer Benoît de la Guadeloupe, qui me parle souvent de ces aspects-là, qui est lui paysagiste, donc par certains moments, il va défricher un petit peu les sentiers trail. Vraiment, toi, Christelle, qu'est-ce que tu peux dire tu en as parlé légèrement tout à l'heure de cet esprit familial qui est à la Guadeloupe, mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu des informations sur la place qu'a le trail dans cette île? Est-ce que c'est vraiment un sport qui compte? Est-ce que c'est un sport niche? Est-ce que c'est parce qu'on sait qu'à la Réunion, c'est quand même le trail est quand même quelque chose qui est assez développé. Moins à la Guadeloupe, j'ai l'impression. Oui, non, c'est pas la Réunion dans l'esprit trail, mais en fait, en Guadeloupe, c'est tellement diversifié, toutes les activités qu'on peut faire. Il y a la mer, il y a la montagne, nous, on a baigné dans le milieu du trail, donc moi, j'ai envie de dire, tout notre univers tournait autour de ça. Après, il y a aussi, il y a du surf, il y a kite. Il y a du kite, oui, j'ai fait du kite aussi là-bas. On a fait beaucoup de sports différents. L'île ne vit pas au son du trail comme à La Réunion, peut-être moins qu'en Martinique aussi, peut-être la Transmartinique et le trail en Martinique c'est peut-être plus réputé, pas réputé, mais plus développé. Nous en Guadeloupe, c'est des petits clubs, des clubs qui font vivre le trail, mais c'est ces clubs-là qui le font. C'est pas une culture. Les Guadeloupéens, des Guadeloupéens qui sont nés là-bas, qui ont vécu là-bas, il y en a qui n'ont jamais couru de leur vie. C'est pas un mode de vie en tout cas. Mais ça fait partie de la vie de certains, de beaucoup de personnes, à même titre que d'autres sports. Par contre, quand ils font du trail, ils sont vraiment passionnés, plus quoi. Oui, c'est tout le temps. Je te dis, nous, c'était tous les week-ends, on faisait nos sorties. Enfin, Stéphane, il en faisait aussi le soir. Alors, c'est pareil, la nuit tombe très tôt là-bas. À 5-6 heures, il fait nuit. Donc, tu apprends à courir la nuit. On se lève très, très tôt. Parce que le rythme de vie n'est pas du tout comme en France. Donc, on s'adapte aussi. Et c'était souvent... c'est très convivial, c'est le trail, quoi. Tu faisais des sorties. On adaptait des sorties de 7 km, de 15 km, ce qui est pour là-bas très, très long, parce que c'est compliqué. Et à la fin, on finissait tout le temps par faire un grand pique-nique, tous ensemble, les familles arrivées. Et voilà, c'est la convivialité, le dépassement de soi. Ça a bercé notre séjour là-bas, quoi. C'est pas la Réunion par rapport à l'île en elle-même, mais tu vas vivre en Guadeloupe tes trailers, tu vas t'éclater. Tu vas t'éclater. Stéphane, tu disais tout à l'heure que tu as commencé à performer en Guadeloupe. Tu as été considéré comme un des meilleurs ultra-trailers de l'île à un moment donné. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette période-là, nous donner 2-3 dates, 2-3 courses qui t'ont marqué? Les 2-3 courses qui m'ont marqué, alors ouais, j'ai pas trop mal performé en Guadeloupe. Je me suis mis un cadre, je me suis un peu plus entraîné, mais justement à la suite de la découverte du club Team Run Green et puis de collègues effectivement avec qui je m'entraînais. Aussi en Martinique, puisqu'on a parlé de la Guadeloupe, mais il y a aussi la Martinique, la Transmartinique et le club Manicou qui organise un super trail en fin d'année. Qui viennent d'avoir lieu d'ailleurs. Je félicite Jordan Mionze d'ailleurs qui a gagné ce trail, que je connais bien et qui est un super gars également. Donc ouais, j'ai pas mal performé en Guadeloupe sur du moyen, du court. Alors on a un challenge qui est organisé toute l'année, qui fait des courses de 10, 20 jusqu'à 30 km environ, des challenges trail courts, des challenges trail longs. Et également après des ultras qui sont organisés dans l'année. Donc il y a le Volcano qui est très connu en fin d'année, que j'ai gagné, alors je ne sais plus l'année, peut-être 2017-2018. Il y a la Trace Nord-Basse-Terre qui est organisée en début d'année, pareil, que j'ai gagné sur le format 80 km. La Transca en relais, qu'on a gagné. Qui n'existe plus, que Cédric Chavet avait gagné, effectivement, qui a organisé. Nous, on l'avait gagné en relais. D'accord. On l'avait gagné en relais.
Et après, ouais, le côté Martinique, où il y a la Transmartinique, le Chimbered. Donc toutes ces courses en fait font que voilà, tu as quand même un panel de trail. Tu peux quand même t'éclater pas mal dans les Antilles. Et après, comme disait Christelle, on a beaucoup de la communauté donc canadienne qui en hiver ils peuvent pas trop s'entraîner chez eux avec toute la neige qu'il y a, donc ils viennent s'entraîner dans les Antilles, enfin ils viennent faire les courses dans les Antilles, et c'est comme ça qu'on a connu Mathieu Blanchard notamment, qui venait quasiment chaque année sur les courses de Martinique et Guadeloupe, et Jean-François Cochon aussi, qui est très connu dans le trail, qui performe énormément et qu'on a vu sur les courses Martinique-Guadeloupe. Et c'est des gens en fait quand ils arrivent, ils te mettent en fait une motivation supplémentaire, parce que quand tu performes pas mal en Guadeloupe, au bout d'un moment tu as envie d'aller chercher toujours plus fort, plus loin, et quand ils arrivent c'est le gros challenge, puisque les stars qui arrivent c'est les stars qui arrivent un petit peu dans les dom-toms, et donc il faut s'accrocher. C'est pas toujours facile, mais il faut s'accrocher. D'ailleurs je crois que c'est sur une Transmartinique où Jean-François Cochon fait 1, Mathieu fait 2, je crois que c'est un de ses premiers ultras. Et moi je suis 3 derrière eux, parce que c'est quand même des sacrés athlètes. Et voilà, donc je performe pas mal derrière, du coup ça se passe plutôt bien. Oui, même sur le challenge, tu l'as pas gagné parce que tu le jouais pas, mais quand tu faisais des courses sur le long, souvent t'as toujours été sur le podium. Ouais, Stéphane est très humble, il reconnaît jamais. Non mais c'est vrai. Il était d'ailleurs très gêné d'être invité dans le podcast, mais ce à quoi je t'ai répondu, tu ne dois pas être gêné. Ouais, non, c'est vrai. Quand tu vois effectivement les invités que tu as, effectivement, des fois, il faut se remettre à sa place. Et aujourd'hui, j'ai 44 ans, j'ai plus l'âge de performer comme j'avais 30 ans. Peut-être que j'ai commencé le travail un peu trop tard aussi. N'oublie jamais Marco Olmo. C'est vrai. Et ouais, les leçons qu'il a données à quelques-uns sur les ultras, tout à fait. Mais il y en a encore. On parlait de Cédric Chavet, par exemple, 48 ans, quand tu vois ce qu'il performe, qui fait l'échappée belle. Ou alors encore Ludovic Pomeray cette année, c'est fantastique ce qu'il fait. C'est clair. Donc ça donne toujours une motivation de performer à un certain âge. Et même moi en fait, je m'aperçois que sur des courses, je suis toujours quand même très bien placé sur les podiums, alors qu'il y a quand même beaucoup de jeunes derrière qui tapent à la porte. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est clair. Toujours plaisir. C'est clair. On va refermer un petit peu la porte Guadeloupe. Avant de la refermer, allez, un de vous deux, un moment à retenir de ces combien de temps, 4 ans 2 ans. 2 ans, pardon, passé là-bas. Un moment de trail, un moment de vie. Allez, un moment de trail. Un moment de trail, c'est le Volcano. C'est la victoire au Volcano. C'est la victoire au Volcano. Ouais. On s'y attendait pas. Non. C'est là où il a explosé. Il est arrivé. On s'y attendait. Il avait mis 1 heure ou 1 heure et quart, je sais plus. Je crois que j'ai encore le record. J'espère que quelqu'un va aller le chercher, mais je crois que j'ai le record. D'avance sur les prévisions, il est arrivé. C'était inattendu. Il n'arrêtait pas de dire c'était pas attendu, c'était pas prévu, c'était pas prévu. Et je vais trop vite. Il s'y attendait pas. Mais il faisait souvent le coup. Ouais. Bon, après voilà, c'est en trail, oui. C'est là où on a commencé un petit peu en performant. Pour performer, et tous les athlètes de trail le savent, il faut derrière une équipe. Il faut une famille ou un club. Moi derrière, Christelle, si aujourd'hui ça a bien marché pendant quelques années, et si ça continue à pas trop mal marcher malgré l'âge, c'est grâce quand même à Christelle, puisqu'elle est quand même là pour. Je pense que c'est beaucoup de couples dans le trail. T'en as toujours un qui porte l'autre. On a besoin en fait de l'autre pour les ravitaillements, les encouragements. Sinon, j'aurais abandonné un petit peu plus peut-être qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai qu'un seul abandon sur un ultra. Oui, mais j'ai toujours fini mes trails, mais c'est comme grâce à Christelle, c'est clair. Toi, Christelle, pour revenir un petit peu sur ce sujet-là, qu'est-ce qui t'apporte, Stéphane, toi, dans ta pratique perso du trail ? Alors, déjà, quand moi je m'entraîne ou quand je cours, je supporte pas qu'ils me disent quoi faire. Je n'accepte pas. Salut Virginie. Ces conseils. On se comprend. Je n'accepte pas ces conseils. C'est pas possible. Je sais pas, c'est parce que c'est mon mari, donc il et encore c'est pire si imagine il devient coach un jour. Ah mais non, mais imagine. J'ai essayé, c'est terminé, c'est plus possible. Hier encore, elle faisait la planche, elle avait le cul à 3 mètres en haut. Je lui ai dit baisse et je me suis fait tuer. Et ça, on est tous pareils. Voilà, je peux pas. Le truc, c'est qu'en fait, Steph, il a des capacités, il s'en rend pas compte, il a des capacités physiques que nous, on n'a pas. Donc oui, lui, il va te faire 4 minutes de planche. Toi, tu fais 30 secondes, t'es au bout de ta vie, t'as les fesses au zénith. Et lui, il est là, il discute. Mais non, c'était très compliqué. Donc, mais qu'est-ce qui t'apporte Qu'est-ce qui m'apporte Ce qu'il m'apporte, c'est que Steph, il a un mental.
tu peux pas lui enlever. C'est le gars, il ira toujours au bout, il se fera mal, il va aller... il se fait mal, il se plaint jamais. Il se plaint jamais, contrairement à moi. Ça t'inspire, toi, de ça Ce qui m'inspire... Non, oui. elle se plaint toujours. Non, mais ce qui m'inspire chez lui, c'est cette... Quand je le vois l'hiver sortir, faire ses entraînements, il fait froid, il gèle, il y va, il s'arrête, il est jamais arrêté par quoi que ce soit, sauf malheureusement par la blessure. Il a un mental, il va toujours au bout de ce qu'il entreprend. Moi, j'apprends au fil des ans à être comme ça. J'étais pas avant, et c'est lui qui m'apprend à l'être, parce que il part du principe que quand on se donne un objectif, on y va, on va jusqu'au bout. L'abandon n'est pas une option. Ça, moi, et avec les Greens, c'est un peu notre hymne. L'abandon, c'est pas une option, sauf vraiment sur blessure. Il m'apprend à nous dépasser. C'est-à-dire, tu me demandais, moi, au travail où j'en suis, j'ai commencé par du 7. Maintenant, quand je vois que je m'inscris sur un 55, mais jamais j'aurais pensé faire ça. Et je suis persuadée que je peux y arriver. Bien sûr. Donc, c'est cette volonté qu'il a, c'est ce mental que peu ont. Toujours cette volonté de... Et puis il est bienveillant, il est jamais dans la compétition, il est pas dans le... Il est passionné, c'est un passionné qui aime ce qu'il fait, il est bon. Putain, faut que j'arrête parce que c'est trop. Mais non, voilà, c'est vraiment quelqu'un de bon qui fait sa passion, qui est une passion qu'on partage, hein, qui fait partie, qui est dans la nature, qui est dans l'échange. Et voilà ce qu'il m'apporte. Il m'apporte le dépassement de soi. Il me pousse au cul quand j'ai pas envie de faire un entraînement, parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid. Ben lui, il me dit allez, on y va. Il est toujours positif. Il se plaint jamais. Il se plaint jamais. Et même dans les courses, quand il fait ses courses et que je suis là pour le soutenir, je le pousse et il abandonnera pas. C'est ça qui me transcende, en fait. Et j'en connais peu des comme lui. Par les ultra-trailers, hein, c'est même ceux qui finissent, juste le fait de finir une course, mais c'est de se faire mal, de passer autre la douleur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec lui. Je ne pensais pas que c'était possible. Et tout est dans la tête, quoi. Donc c'est intéressant de développer ce côté-là. Ouais. De développer ce côté où c'est dans la tête. Ça, c'est peut-être moins s'écouter par moment. Moins s'écouter. Moi, je m'écoutais tout le temps. Hein. Je me faisais mal. Ouais, c'est bon. Hein. Je me tordais le doigt. Pendant 6 mois, je ne bougeais plus. Et en fait, non. T'as mal. Ben, c'est là où il faut y aller. C'est ça, son truc. C'est que si t'as mal, tu continues. Ta douleur, à un moment donné, ben, tu l'auras plus. Ton corps, il va oublier. Et c'est vrai. En course, t'as mal. Tu passes le truc. Et ben, t'as plus mal. Bon, et après, par contre, quand t'arrêtes... tu peux plus marcher pendant 6 mois. Mais non, c'est ça que j'aime chez lui. C'est ce dépassement perpétuel qu'il a. Toujours aller plus loin, toujours aller donner le meilleur de soi-même, tout le temps. Il fait jamais les choses à moitié. C'est toujours à fond. Et toi, tu as l'impression que tu tends vers ça petit à petit ? Et oui, je tends vers ça. Et je pensais pas en être capable. Je pensais pas en être capable. Moi, je courais... Je courais parce qu'il courait finalement, parce que voilà, ça correspondait à... C'est intéressant ça, tu courais parce qu'il courait. Ouais, je courais parce qu'il courait. Pas fondamentalement parce que tu en avais envie ou ça te plaisait si tu Non, au début, ça me plaisait pas de courir. Ouais. Je te disais, au début, quand t'es à l'école, quand t'es à l'armée, il faut courir, quand t'es en groupe là, c'est pas intérêt. Enfin, y a pas d'intérêt. Après, moi, j'ai une grande capacité d'adaptation. Tout me passionne, tout me plaît. J'aime découvrir tous les sports. Tu vois, en Guadeloupe, je me suis mis au kite. J'ai essayé plein de sports différents. Dès que je peux pratiquer, je pratique. Même si je suis nulle, j'y vais quand même parce que j'aime ça. Et le trail, en fait, tu développes aussi quand tu cours, quand tu dépasses toutes ces hormones là, ces endorphines, ces hormones du bonheur qui te rendent bien pendant des heures. Et ça, finalement, ça devient une drogue aussi. Et lui, il l'a beaucoup, hein, il est devenu bigorexique, hein, c'est-à-dire que lui, s'il court pas pendant 3 jours, tu le tiens plus, c'est un nu en cage. Ça, c'est important de souligner aussi en trail, en ultra-trail. C'est que les coureurs de trail, tu peux pas les arrêter de courir. S'ils s'arrêtent sur blessure, c'est très compliqué. Il l'a vécu, il a arrêté pendant 6 mois, je crois, quand tu t'es pété le genou. 3 semaines avant l'UTMB, hein, c'était terrible. Hein. Il s'est pas plaint pendant 6 mois. Il a pas couru, il a pas fait de sport pendant 6 mois, il ne s'est pas plaint. Et après, voilà, il a recommencé, il a repris, ça se passe très bien. Mais non, moi, j'étais pas vouée à faire du trail du tout. Mais j'ai trouvé mon compte et je m'aperçois aujourd'hui qu'en vieillissant peut-être aussi, j'ai des objectifs que tu te prends au jeu, quoi. Ah ouais, carrément. Parce que ça correspond à mes valeurs aussi, hein, de partage, d'échange, de nature, moi je suis pas dans la compétition, je sais très bien que je ferai jamais de podium, mais jamais j'en ferai. Et encore, faut peut-être jamais dire jamais, mais
Je suis pas physiquement, j'ai pas une nature comme lui à être, j'ai pas de prédisposition génétique à performer. Mais le simple fait de me dépasser et d'aller au-delà de ce que je pensais moi-même faire. T'es dans ta performance à toi. Ouais, ça vaut tout. Ça me transcende. Jamais j'aurais pensé faire ça. Et ça, c'est grâce à lui. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Stéphane, de ce qu'elle dit, Christelle, par rapport à sa pratique à elle? S'il y a un truc à ressortir que t'as envie de partager? Le fait effectivement qu'elle a beaucoup changé, hein. Christelle au début faisait pas énormément de sport, elle a été un petit peu limitée par son éducation, et la voir maintenant effectivement se donner de plus en plus d'objectifs, alors des objectifs de finisher, et je trouve ça fantastique parce que clairement c'est finir un ultra, finir un trail, c'est déjà très beau, plutôt que de rester sur le canapé à regarder la télé. Donc aujourd'hui, moi ça me motive de l'avoir donné des objectifs, et notamment le Val d'Aran là au mois de juillet pour 55 km, 3500 mètres dénivelé. C'est peut-être pas grand chose pour peut-être la communauté de trail, mais pour quelqu'un qui fait que les 10 et les 20, mais c'est énorme. C'est énorme, 3005 dénivelés, c'est énorme, 55 km, c'est plus qu'un marathon. On a tendance d'ailleurs à le sous-estimer, hein, ces formats-là. Tout à fait. Nous on baigne dans des formats qui sont plus longs, mais c'est vrai que de manière générale, même pour la population générale, quand tu dis ça... 55 km. Ah oui, c'est ça. On passe pour des fous. C'est un petit peu là où c'est dangereux, c'est qu'en fait, et moi ça m'arrive, les gens me disent, ouais, le week-end prochain, t'as 30 bornes. Ouais, c'est bon 30 bornes. Oui, vous imaginez ce que c'est 30 km? Alors c'est vrai que pour nous, effectivement, c'est facile. Enfin, non, autant pour moi, c'est pas facile, surtout ça va très vite. C'est court, mais 30 km, c'est 30 bornes, quoi. C'est costaud, 30 bornes. Donc quelqu'un qui court beaucoup moins, qui s'entraîne beaucoup moins, 30 bornes, c'est énorme, c'est un mur. Donc voilà, aujourd'hui, qu'elle se fixe l'objectif, moi je trouve ça très valeureux, elle s'y prépare. À faire du bon renfort by Fartlek. Donc franchement... Avec une belle planche. Avec une belle planche au zénith. Droite. Non, trop mal. J'ai trop mal. Non, c'est génial. C'est génial. Ça, et je suis sûr qu'elle va y arriver, même si elle arrive, parce que les barrières horaires sont assez serrées quand même sur le Val d'Aran. Même si elle arrive, qu'elle finit avant les barrières horaires, ce sera déjà magnifique. C'est, voilà, le fait de finir son premier 55 km. J'espère qu'elle y prendra du plaisir, parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas fait plus de 25. Et donc il y a un cap à passer, mais je pense que ça va bien se passer, qu'elle va s'éclater. Il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui a été un gros événement pour moi en trail, c'est cette année, on est parti au Pérou pendant une semaine. On a fait un ultra trail en étape avec Christophe Le Sceau, qui organise des séjours partout dans le monde. D'accord. Et Stéphane s'était inscrit dessus. Il m'avait demandé, ça te dérange? Moi à l'époque, non, vas-y, il n'y a pas de problème. Moi, je pensais absolument pas y aller. C'est ma patronne, quand je lui ai dit que mon mari partait 15 jours au Pérou, elle me dit, mais vous y allez pas? Je dis, non, je suis incapable de faire 20 bornes par jour avec tant de dénivelé. Enfin, moi, je ne sais pas faire ça. Elle m'a dit, vous allez y aller? Donc, elle m'a quasi obligée à y aller. Génial. Et je lui ai dit, tiens, je vais venir avec toi. Il dit, mais c'est pas possible. Ah, si, je vais venir avec toi. Lui, il était déjà parti avec Christophe Le Sceau au Canada. Dans un autre format, mais très, très compliqué. Et là, on est parti au Pérou. Et on a rencontré des gens formidables. J'ai rencontré Christophe Le Sceau, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Et on a fait 10 jours de trail en étape, à 4000 d'altitude, dans le froid. C'était une étape, pas une étape, mais un moment d'échange et de partage avec des gens extraordinaires qui étaient comme nous, qui venaient des quatre coins de la France et de la Suisse, qui on a partagé ça. Et j'ai réussi à le faire. Et jamais, mais j'ai souffert. J'ai souffert de l'altitude, j'ai souffert de la distance, des dénivelés, mais on s'est tous... Et j'ai réussi. Et ça a été c'est ma plus grande fierté en trail. C'est d'avoir pu aller là où jamais j'aurais pensé aller, et sans ma directrice qui m'aurait pas poussé, sans Christophe Le Sceau qui m'a dit mais t'inquiète, on adaptera. En fait, je pense qu'en trail, quand on se met des barrières, mais tout est possible. Et c'est ça qui est beau dans ce sport, c'est que tout est possible. Si je me mets au foot, je ferai jamais une finale de Coupe du Monde, c'est impossible. Mais par contre, quand tu fais du trail, tu peux un jour dans ta vie faire un 50, un 60, un 120. Aujourd'hui encore, je dis que c'est impossible que je fasse de l'ultra, mais pourquoi pas, hein. Tout est possible en fait. Tout est possible. Du moment qu'on le fait de manière progressive et de manière réfléchie. Voilà, exactement. C'est faisable. Les bons objectifs progressifs, et on peut y arriver. Stéphane, de ton côté, tu en as parlé tout à l'heure, vous en avez commencé à l'aborder tout à l'heure, cette période de blessure. Il y a le mot bigorexie qui est sorti, c'est l'addiction au sport en gros. Toi, cette période-là, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail, les circonstances qui ont amené cette blessure et comment tu as géré tout ça?
Alors la blessure, ça fait partie du monde du sportif, surtout en vieillissant. Clairement, j'avais jamais trop été blessé sur le début sur les 20-30 ans, et en fait, je m'aperçois que les footballeurs arrêtent leur carrière à 27, 37, 38, 39 ans. Je comprends pourquoi. On récupère beaucoup moins vite et on se blesse beaucoup plus. Donc ouais, la partie blessure, c'est toujours une partie compliquée. Hormis les entorses qui sont des choses un petit peu qui arrivent et ça passe assez rapidement. 3 semaines, 4 semaines, on peut déjà reposer le pied, recourir. Voire même des gens, on repose le pied dès le lendemain. Le côté blessure la plus compliquée, ça a été l'année dernière. L'année dernière, en fait, j'étais sur l'UTMB. J'avais la chance en plus d'être en élite sur l'UTMB, donc c'était un rêve pour moi. Il n'était peut-être pas aussi relevé qu'en 2023, mais en 2022, c'est quand même l'UTMB, ça reste un des événements les plus relevés, voire le plus relevé au monde. Et en fait, 3 semaines avant, sur ma dernière sortie longue, je m'engage dans le Ventoux. C'est un endroit où tu peux quand même faire pas mal de dénivelé et pas loin de la maison. Et il monte à 1900 mètres quand même. Ouais, on même prend plus, 1005. Ouais, tout à fait, parce que tu as fait 2000 et on prend 1005 dans la vue d'entrée, quoi, du début. Donc on prend 1005, on redescend 1005, on remonte 1005, on redescend 1005, on s'est fait 3000 en 40 bornes, c'est quand même sympa. Et en fait, dans la descente de la partie nord, où franchement, il y a quasiment personne, je tombe, je me fais une chute. Comme on tombe souvent en trail. Le problème, c'est que j'ai ma rotule qui vient taper un caillou. Jusque-là, rien d'anormal, je tombe un peu au sol. Franchement, il y a un truc pas très agréable. Mais bon, je continue ma sortie, je finis mes 45 bornes. Et en fait, je m'aperçois qu'à la fin de mes 45 bornes, j'ai un genou quand même assez gonflé. Donc, comme disait Christelle, moi je suis un petit peu dur dans la douleur, donc je m'écoute même pas. Bon, je boite un peu, ok, c'est pas grave. Le lendemain, Christophe Mallardet met une séance de fractionné en côte. Je m'engage dans une séance de fractionné en côte, je fais une côte, je descends, là je fais waouh, ça va pas. J'ai le genou franchement qui a gonflé, qui est vraiment pas beau. Et du coup, je dis bon, là on a 3 semaines, c'est pas bon, j'espère que c'est qu'un coup, c'est qu'un bleu, un hématome. En fait, non, je me suis fracturé la rotule. Donc je courais sur une rotule fracturée, c'était un petit peu compliqué. Et voilà, 3 semaines de l'événement de l'UTMB où tu te prépares depuis le début de l'année quasiment, tu orientes tout là-dessus. Ça a été très C'était l'UTMB de quelle année 2022. 2022. Ouais, non, 2021. Pardon, 2021, oui, tout à fait. 2021. J'ai eu la chance d'y être. 2021, ouais, tout à fait. Et le pire, c'est qu'on avait réservé, on partait 15 jours là-bas, on était avec la famille et on y est allé. Donc il a vécu le départ, on est allé supporter les athlètes avec sa fracture. Ça a été, mais c'était bien finalement, parce que moi, tu as vu ce que c'était de l'autre côté. C'était dur, ça a été très dur pour lui, mais il s'est jamais plaint. La blessure pour un sportif, c'est toujours difficile. On voit François Daen en ce moment, je pense que c'est un peu compliqué. C'est une des premières grosses blessures. Voilà, quand c'est des blessures courtes, on peut y passer. Et puis au bout de 5 mois, clairement, quasiment sans sport, quand j'ai repris la course à pied, je suis allé faire un footing de 6-7 km. Je suis rentré, j'avais des courbatures. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est pas possible. C'est possible. Et donc il faut vraiment reprendre doucement, reprendre du renforcement. Et la gestion de la blessure. Ça revient vite quand même, je pense. Oui, ça revient vite, mais c'est difficile de vraiment de couper 5 mois. Alors, on parlait de bigorexie, c'est clair qu'aussi, de plus faire de sport, il faut arriver à trouver un échappatoire. Après, le sport, c'est ta vie, quoi. Exactement. Tu vois, si t'as tout compris. Moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire, si demain, je touche du bois, mais je venais à être blessé pendant 5 mois, 1 an, tu peux pas, en ayant la passion qu'on a pour notre sport, et on peut pas. Tu as une dépression. C'est dur, hein. Ouais. C'est ce que tu m'as dit d'ailleurs quand tu t'es blessé. Tu me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Je sais pas quoi faire. Il tournait dans la maison. Qu'est-ce que je fais ? Il savait plus quoi faire. En plus, nous, on n'a pas d'enfants, donc ça, c'est important de le dire aussi. C'est pour ça qu'il arrive autant à s'entraîner, on voyage beaucoup. C'est qu'on n'a pas cette charge de temps à donner aux enfants. Donc le temps, il est que pour nous. Et là, lui, du jour au lendemain, fini. Tu sors plus tous les jours. Tu fais plus ton renfo. Tu sais plus quoi faire. T'as parlé de dépression, c'était le cas ? Non. Alors, non, pas à ce point-là, parce qu'on s'est trouvé notre objectif. On a rénové une maison, donc heureusement, parce que sinon, je pense que ça aurait été très compliqué. Ouais, parce que, comme je te dis, moi, le soir, je sors à 5h, j'arrive, je rentre du boulot, je vais faire mon sport, je reviens. Tout est rythmé par rapport au trail. Clairement, ma vie, elle tourne autour du trail. D'ailleurs, moi, j'ai choisi mon boulot aujourd'hui par rapport au sport. J'ai eu la chance d'avoir des possibilités, et sur la dernière possibilité, on m'a dit, c'est bon, tu fais du sport entre midi et 2, tu peux t'organiser, banco, allez, j'y vais, direct. Donc c'est hyper important, et voilà, le fait d'être blessé sur une longue période, c'est très compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer. On y arrive. Il faut trouver et t'as beau voir des gens et tout le monde te le dit, t'inquiète, tu vas revenir plus fort. Déjà, t'as plus de 40 ans, tu sais que c'est compliqué, donc c'est long. C'est quoi ? C'est la consolidation de la fracture ? En fait, le problème, c'est qu'on te plâtre la jambe sur une fracture de la rotule, ce que je voulais pas, non plus être en arrêt maladie et plus rien faire, et puis en plus avoir une fonte musculaire de folie, ou alors c'est plus long.
Mais la cohésion, la rotule est toujours en mouvement en fait. Du moment que tu marches, elle est en mouvement. Donc clairement, ça a mis quasiment 5 mois. Donc voilà, en plus j'ai une petite déchirure aussi du ménisque dessous, donc je me suis pas arrangé. Donc ça a été très très long. Ouais. Donc du coup, tu prends ton mal en patience, tu fais un peu de renfort, tu peux même pas faire de squat, des choses comme ça, parce que tu forces trop sur la rotule. Donc tu fais pas grand chose. Est-ce que tu penses que ça t'a changé cette période dans l'approche de ton sport? Ça a modifié quelque chose ou pas du tout? Ouais, j'ai réduit. Je réduis petit à petit, je m'aperçois que j'ai vieilli et je commence à réduire mes objectifs. Il y a eu une période où quasiment tous les 15 jours, on avait un travail de 20 bornes, on s'enchaînait derrière des ultras, je pouvais le faire. Maintenant, clairement, je réduis. Tu cibles? Ouais, je cible effectivement ma saison sur quelques courses et quelques ultras. Ah, il y a un désaccord. Oui, moi je suis pas trop d'accord. Je pense qu'il y a Christophe Malardet aussi qui te freine aussi. Ah oui. Parce que quand tu es revenu du TMB, on est revenu du TMB cette année, il rentre, il fait le check, il fait le point avec lui. Et il lui dit, il y a un ultra là, je me sentirais bien un petit ultra dans un mois. Et Christophe lui dit, mais un mois et demi. Il dit, mais la préparation. 2 semaines, c'est important. Mais oui, pardon. Il lui dit, mais la préparation pour l'UTMB, c'est pas recyclable. Hein. Ça j'adorais effectivement. C'était sa phrase. Ça, c'est vrai que pour ça, lui, il a les mots. Parce que lui, il marche comme ça aussi. Il faut savoir lui dire les bons mots. Et c'est vrai qu'avec ce coach, depuis qu'il a... En fait, t'en as pas parlé aussi. On va voir pour 6 mois. En fait, il était parti à la run faire la Diagonale des Fous. Ça s'est très mal passé. Et c'est un de ses objectifs de vie, ça s'est très mal passé. Bon, pour lui, il a fini 27e, combien? Non, 57e. Mais il a très très mal vécu la course, il est arrivé, il faisait la gueule, c'était terrible. Et il était mais dégoûté. Et c'est là où il avait plus envie. Il n'avait plus envie de faire de sport. Et en janvier, il s'est dit, parce qu'il s'entraînait tout seul, il n'avait personne, il n'avait pas de coach, il a dit, je vais peut-être prendre un coach, peut-être que ça va me relancer. C'est moi qui t'ai conseillé peut-être. C'est moi qui t'ai conseillé de prendre un coach. Mais oui, je me rappelle. Si, c'est moi. On va effacer. Là, tu peux effacer. Non, c'est moi qui t'ai dit, tu devrais peut-être prendre un coach pour te cadrer, pour te donner plus d'objectifs, parce qu'il avait plus d'envie. Il n'avait pas de coach avant? Non. Alors, j'ai eu un coach un peu en Guadeloupe, Bruno Coutan, qui fait partie du Krebs, qui est un ancien athlète haut de niveau, plutôt sur côté athlétisme. Et donc, il m'a fait comprendre qu'il faut faire dans tête des gammes, même si c'est pas super agréable, ça fait travailler pas mal de choses. Il faut faire un peu plus de renfort, il faut travailler de la vitesse, ce que je faisais pas non plus. Donc voilà, il m'a déjà commencé à me donner un cadre, et en rentrant, après je m'entraînais seul. Et le problème, quand tu t'entraînes seul, en fait, franchement, ton cerveau, il fait toujours les mêmes séances. Tu fais les mêmes séances, et au bout d'un moment, je vais faire celle-là, je vais faire celle-là. Je regarde un peu les bouquins, mais les bouquins... c'est pas super agréable. Et quand j'ai contacté Christophe, il m'a dit non mais franchement t'as pas besoin de coach, t'as pas besoin de moi. Et j'ai dit si Christophe, franchement j'ai besoin de toi pour varier mes séances. Et franchement c'est ce qu'il a fait. Il m'a fait des séances beaucoup plus variées. Hein. C'est un professionnel, il maîtrise l'art du trail. C'est un des coachs les plus reconnus en France. Et franchement, il a une façon de parler, une façon de faire passer les choses qui passe super bien. Ça aussi j'avais travaillé avec un autre coach à un moment donné, mais c'était moins bien passé. Parce que tu faisais un peu plus rêver, et moi j'ai besoin de quelqu'un quand il a besoin de te mettre un coup de pied, il te met un coup de pied quoi. Et c'est ça, voilà. Il dit pas toujours amen. Quand on rentre en UTMB cette année, je lui dis je vais me faire l'ultra des Qatar. Il me dit non mais on arrête. Et la phrase qu'il a effectivement quand il dit une préparation c'est pas transposable, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. On fait une prépa pour un UTMB, on fait une prépa pour une course, et derrière tu peux la transposer, garder en fait. Non, il faut perdre de la forme pour revenir plus en forme. C'est sinusoïdal en fait. Je le comprends totalement. Totalement. Je me serais engagé, je me serais écrasé clairement sur les Qatar. Donc c'est dommage, c'est une très belle course, mais il a tout à fait raison. Et ce cadre-là, c'est vrai qu'avec lui, je l'ai trouvé. Et il trouve bien les mots, on a très bon contact. Et il a beaucoup de monde, il coach beaucoup de monde. Tous les jours, je m'aperçois qu'il coach de nouveaux athlètes. Et je comprends, franchement, il est vraiment top. La communauté Fartlek qui vient de s'agrandir d'ailleurs, puisque Christelle, son objectif, elle va le préparer avec Yann Alarcon. Ouais. Voilà. Le frère de Diego, qui fait partie de Fartlek. Et voilà, donc je pense que Yann, si tu nous écoutes, il va falloir mettre peut-être quelques petits coups de pied aux fesses de Christelle pour qu'elle arrive à son objectif et lui dire de baisser ses fesses. On salue l'équipe Fartlek et Diego et Christophe qui sont passés dans le podcast sur le livre Fit Run Challenge, il me semble. UTMB 2022. Cette année, ouais. C'était cette année. Voilà. C'est validé, c'est coché. C'est coché. Déjà, premièrement, ça représente quoi pour toi l'UTMB? Tu parlais de la Diagonale des Fous tout à l'heure, tu disais que c'était un objectif de vie. Est-ce que c'était le cas pour l'UTMB? Et est-ce que tu es satisfait de
ta prestation sur l'édition 2022? Alors quand j'ai commencé le trail, et clairement je pense que pour tout trailleur, quand on voit la Diagonale des Fous et l'UTMB, c'est les deux événements majeurs quand on est français, qui sont connus depuis des années, c'est un rêve, ça a toujours été un rêve. Donc j'ai commencé par la Diag et si on revient un petit peu sur la Diag s'est très 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 mal passé. Parce qu'en fait on a eu des conditions très très compliquées. C'était en 2020, 2021 2018, un peu plus tôt 2017 peut-être. Ouais. En fait on a eu des conditions, le départ à la Diag, l'ambiance, tu vas là-bas, c'est la fête, l'île s'arrête, donc on connaît tout ça, c'est fantastique, franchement à vivre c'est fantastique. Tu pars dans une ambiance de folie, tu pars comme un malade, hein. Tu t'aperçois au bout de 3 km que tu tapes du 17 km/h, bon, tu te dis bon, maintenant il faut se calmer. Bon, il y a tellement de réunionnais aussi qui te passent devant, qui courent comme des ratés, enfin, c'est fou, le départ de la Diagonale est fou. Et ça se passe très très mal parce qu'en fait les conditions météo qui étaient prévues, qui n'ont pas été mauvaises, mais en fait il a fait très froid la nuit, plus froid que ce qui était prévu. Ils avaient prévu environ 3 degrés la nuit et on est tombé jusqu'à -5 au volcan. Donc toute la nuit on a couru sur des paysages complètement gelés. Et moi, j'étais pas assez bien équipé. En plus, à l'époque, j'ai vécu en Guadeloupe, donc le froid, je m'y attendais pas plus. Adapté. Ah, plus du tout. En hiver, en Guadeloupe, on tombe à 20-21 degrés, quoi. Donc, quand tu tapes un -5 la nuit, ça a été catastrophique. J'ai les jambes qui répondaient plus. C'était des morceaux de bois que j'avais à la place des jambes. Donc j'ai failli abandonner toute la nuit. Et c'est là où la deuxième personne, Christelle, elle est vraiment là, elle est très très importante pour te dire non, tu continues jusqu'au prochain ravito. Donc en fait la nuit, j'ai passé la nuit à marcher, à pas avancer. Je me suis retrouvé très très loin dans le classement. Donc du coup, tes objectifs de temps et de place, ils s'éloignent, puisque j'avais prévu aux alentours de 28 heures. Donc en gros, à peu près dans un top 20. Et en fait, le jour se lève, la chaleur commence à revenir. Et là, ça va un petit peu mieux. Et donc je continue la course comme ça. Jusqu'à Sillaos et puis on continue après dans ma fat même si c'était vraiment finir la course, quoi. Je me suis donné comme objectif finir la course, ça se passait pas très bien, j'avais plus d'envie, j'avais quasiment chopé froid la nuit, j'étais vraiment pas bien. D'ailleurs j'ai une anecdote sur la Diagonale où je m'arrête à un ravito et en fait les gars me voient et que franchement je suis pas bien. De toute façon j'arrêtais plus de dormir, après je crois que j'ai dormi quasiment 3 heures sur toute la course alors que j'avais pas prévu de dormir. Et je m'arrête et je tombe sur un médecin qui voit que je suis pas très très bien, je suis à moitié la crève, et je tombe sur un acupuncteur. Et donc là, en fait, le gars, il me laisse dormir, et au bout d'une demi-heure, en fait, quand il me réveille, il me dit je vais vous mettre des petites aiguilles à droite à gauche, j'avais jamais fait ça. Et il me met des aiguilles un peu dans tout le corps, il me dit vous allez voir, après ça va être bien. Il me dit je sais pas combien d'aiguilles, donc déjà t'es en pleine course, tu te dis qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il fait? J'ai envie de repartir là quand même, je suis vraiment à la bourre. Et il me fout les aiguilles, il me fout une couverture dessus, donc déjà ça pique encore plus. Et là, il part. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a d'autres coureurs qui arrivent, puis d'autres coureurs qui arrivent, puis d'autres coureurs. Et puis en fait, tu te retrouves avec une demi-heure avec les aiguilles plantées dans le corps. Là, tu te dis, mais il va revenir ou quoi là? Qu'est-ce qu'il fait? Et ça a duré un temps fou, c'était de la folie, jusqu'à qu'il revienne et me dire ouais, je vous avais oublié. Voilà, on est peut-être en train de faire une course, un ultra là. Donc il m'enlève toutes les aiguilles et puis je repars. C'est une super. C'est un mouvement qui est resté. Qui, voilà, je me rappellerai toujours de ce gars. Je crois que je suis pas le seul parce que cette année-là, en fait, je crois que. On en parlait tout à l'heure. Fabrice Daletto. Ouais. Fabrice Daletto, effectivement, je crois qu'il a eu la même chose. Il a rencontré le même médecin la même année qui lui a fait les mêmes aiguilles. Donc c'était assez sympa. Bon, après, je continue la Diag et en fait, je dors quasiment à tous les ravitaux et j'arrive quand même à aller chercher une 55e place en finissant la Diag comme je peux, mais vraiment très très déçu. Ouais. D'une part de ma performance, j'ai pas pris de plaisir. Donc c'est pour ça que l'année prochaine j'aimerais bien y revenir pour prendre un petit peu plus de plaisir, mais ça a été un gros échec. Voilà, Diagonale était un gros échec pour lui, pour moi, mais j'avais parce que tu l'as fini, tu fais un bon temps, tu fais une place que des gens mais ils rêvent jamais ils arriveront à faire, et toi tu dis c'est un échec parce que voilà, c'est toujours plus loin, toujours plus haut, et ça, c'est de toute façon la Diagonale, je la finis parce qu'elle est Christelle, parce que sinon je la finis pas, clairement. C'est l'une des courses où je l'ai le plus tirée. C'était, mais j'ai cru que j'allais pas y arriver. Ah ouais. Alors moi je l'engueule tout le temps, j'engueule tout le temps sur les ultras pour le pousser. Mais là j'ai dû appeler en Guadeloupe pour que les copains l'appellent. Je savais plus quoi. J'étais persuadée qu'il allait arrêter. Et c'est pas, comme je disais, c'est pas une option pour lui. Et je me suis dit, mais il était physiquement, il était là, donc pour moi c'était inconcevable qu'il arrête. Et mais je l'ai vraiment tracté. Et c'est là où c'est très important pour les fans de trailers ou les hommes de traileuses qui écoutent et qui connaissent ce que moi je fais, qui vivent ce que je vis. Faire les assistances et les ravitaux, c'est du boulot. C'est pas juste donner un paquet de gâteaux et aller encourager, quoi. Ça te prend aux tripes, c'est des heures et des heures d'attente dans la voiture. Je me rappelle surtout à la Diag, j'avais dormi
par terre sur des cailloux devant le ravito où il est allé dormir parce que je voulais absolument pas le rater quand il sort. C'est des nuits blanches, c'est du stress, c'est la peur de pas arriver au bon moment. C'est lui qui arrive toujours 1 heure avant ses prédictions là. Donc du coup, t'es toujours dans le stress. Tu sors. Moi, je suis presque autant fatiguée que lui quand c'est fini. Mais c'est un travail d'équipe. Et je dis pas ça pour me vanter mais c'est vrai que. Je dis ça, mais bon, une fois j'étais pas là sur un des ultras qu'il a fait, qu'il a gagné. Et là, c'était ses parents qui l'avaient ravitaillé, mais il m'a dit que c'était la dernière fois. Peut-être qu'il a couru vite pour éviter de rester trop longtemps ravito avec eux. Mais c'est un boulot, c'est du boulot de faire l'assistance. C'est timé. Je sais que sur l'UTMB, la prochaine fois qu'il le fera, s'il l'a fait, on fera différemment. On perdra moins de temps. Ça, maintenant, tout compte, quoi. Donc, c'est vraiment du travail. C'est clair. Ouais. Moi, je passe un petit coucou à Virginie aussi. Sur les Templiers notamment, bon, c'est peut-être plus court, moins exigeant, on dort pas la nuit dehors, etc. Mais c'est vrai que les accompagnateurs et les accompagnatrices en ultra trail, c'est assez exigeant, c'est très exigeant. Oui. Et puis il y a aussi une notion de peut-être aussi de sécurité qu'on n'aborde peut-être pas assez aussi, c'est prendre la voiture de nuit, etc. Toi, il y a des moments donnés où tu t'es senti un peu en Martinique. En danger. Je me suis endormie en voiture, en Martinique. Et il a fait 3e. Et je me suis endormie dans la voiture, j'ai failli me prendre une barre rocheuse, carrément. C'est la seule fois où vraiment ça m'est arrivé. Maintenant, j'ai mes techniques. Maintenant, dès que je sors d'un ravito, je vais au prochain. Même s'il y a 6-7 heures d'attente, j'y vais. Alors lui, il ne comprend pas, il me dit non, mais t'attends de rentrer dormir. Je dis non, je dors pas, parce que de toute façon, je dormirai pas. Donc, à un moment donné, on avait une petite camionnette, on l'avait aménagée, je dormais dans la camionnette. Mais voilà, pour être toujours en sécurité aussi, pour pas rouler comme une folle, pour être sécure et être en forme. Et voilà, et puis il y a du café, Et ça te plaît? Ouais, ça me plaît, ça peut paraître fou, parce que finalement, tu te dis, mais il peut se débrouiller tout seul, les gens qui comprennent pas des fois. Mais ça me plaît de participer à... T'as l'impression de faire partie du truc, quoi. Ah oui, mais moi je le dis, on est une équipe. On est une équipe. Et souvent, quand pour le taquiner, je lui dis, on est une équipe. Vas-y, va le faire tout seul ton trail. Tu vas voir si tu vas faire pareil. Alors, je sais très bien qu'il est capable de faire sans moi. Bien sûr qu'il est capable de faire sans moi. Mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que ça fait du bien, je pense, aux gars qui courent, de savoir que à tel endroit, c'est une personne de sa team ou sa compagne ou son compagnon l'attend. Il s'occupe de rien. Il arrive, je lui enlève ses gourdes, je lui remets ses gourdes. Les plats sont chauds, les plats sont préparés. J'anticipe tout ce qu'il veut. Je le connais par cœur, donc je sais exactement les mots à donner, ce qu'il faut pas faire. Moi, je suis un peu trop prévenante par mon métier. Je suis un peu trop, je le couvre un peu trop, donc ça, faut que j'apprenne à libérer un petit peu, parce que du coup, il perd du temps. On a passé trop de temps à l'UTMB. À un moment donné, je crois qu'on a fait un ravito de 12 minutes, bon, ce qui paraît très peu, mais lui, à son niveau, c'est trop. C'est trop, 12 minutes. Quand on a regardé avant, je putain, 12 minutes, mais parce que voilà, je voulais qu'il soit bien, Maintenant, ça va être coup de pied au cul, je change ses gourdes et puis voilà, quoi. Ah, mais il me fait faire des soupes. Non, mais par contre, voilà, des fois, il abuse. Il me fait faire des soupes de pâtes. Et il faut que la pâte, elle soit pas trop cuite. Il m'a fait faire des purées, il m'a fait faire... c'était de la cuisine. Maintenant, voilà, plus ça va et plus on sait ce qu'il aime, on sait ce qu'il aime pas. On sait quand il faut du chaud, quand il faut pas du chaud, on s'équipe. Enfin, non, ça me plaît, ça me plaît. Mais je pense que ça fait aussi partie de mon métier, parce que moi je suis dans le soin, je prends soin des gens. Moi, le côté humain est très important dans tout, dans ma vie professionnelle, et m'occuper de lui en trail, c'est comme si je m'occupais d'un patient en soin. Donc c'est ce côté. Un peu la même relation. Sauf que le patient, je lui parle pas mal. Enfin, je le coucoune vraiment. Lui, je lui mets des coups de pied au cul, quoi. Je l'engueule, je le pousse, je lui crie dessus. Les patients, je suis gentille avec eux. Quand tu parles comme ça me fait penser à Alix avec Mathieu Blanchard. Ouais, c'est un peu ça. Quand je la vois, tu t'es reconnu un peu dans cette relation-là? Oui, bien sûr. Elle doit être plus dure que moi, elle, en plus, parce que elle est coach, elle est très dure. Elle est issue du CrossFit, elle a déjà un très très gros mental. Moi, j'ai pas son mental du tout. Et dans l'aspect utilisation des bons mots, etc., je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ce qu'elle fait, c'est-à-dire que il n'y a pas de fioriture, quoi. Il y a pas de... Non. C'est tac, 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 non, tac. Voilà. Je pense que ça, c'est effectivement... Exactement. Elle n'a pas ce côté cocooning que moi j'ai, de prendre soin, de cocooner. Elle fait pas ça. Elle est dure, elle est coach, elle est... Mais je pense que en fait, c'est ce que tu as peut-être aussi
t'as pas besoin d'être cocooné en fait. T'as besoin de la présence, t'as besoin d'un sourire, d'un mot, peut-être d'un mot de rassurer, de se faire rassurer, mais t'as pas besoin d'en faire trop non plus, je pense, peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Mais après, c'est ma nature aussi, donc je vais pas non plus changer. C'est sûr. Mais non, il n'y a pas besoin de ça. Quand tu fais du ravito, après, tout dépend de la personne. Mais moi, Steph, il aime que je sois là. Il me voit, je lui donne sa bouffe, je lui change ses gourdes, et il repart, quoi. Maintenant, il faut que ce soit ça. Il faut plus que je lui propose de lui changer son t-shirt, parce que c'est tout ça. C'est changer les vêtements, c'est les chaussures, c'est la noc. Tu pars dans des trucs, après, c'est trop, quoi. Après, j'aime bien regarder quand je suis sur des ravitaux, que j'attends voir les autres, on se regarde, qu'est-ce qu'on donne à manger, qu'est-ce qu'ils lui font, qu'est-ce qu'ils lui disent. Mais non, après, ouais, à chaque ultra, en fait, t'apprends même moi, en fait, c'est pas un métier, mais ça fait partie du jeu. C'est lui, il court, moi je ravitaille. Et c'est un boulot aussi, à part entière, de ravitailler un mec sur un ultra. À son niveau. Ce qui est sympa, c'est que de temps en temps, sur certaines courses, effectivement, vous vous retrouvez. Ouais. Il y a eu un moment donné où tu tournais pas mal avec les parents de Sylvain Court. Avant qu'il soit avec sa chérie. Ouais. On se retrouvait souvent et il y avait les parents de Sylvain Court et vous faisiez souvent les on faisait des ravitaux ensemble, ou la femme de Daletto, tout ça. Enfin, c'est des gens qu'on retrouve et c'est marrant parce qu'on vit toutes les mêmes galères, donc on est là à attendre dans le froid, dans le vent, on papote. Donc c'est sympa. C'est cet échange-là que j'aime, ce côté humain aussi que j'aime. Quand tu cours ou que tu fasses les ravitaux, que tu fasses le crew, t'as toujours cet échange et ces relations humaines que t'as en trail, que t'as pas forcément dans les autres sports. Et puis, on va pas se mentir, il y a l'aspect compète aussi. Tu sais que ton mari, il est bien placé, il fait une belle perf ou quoi, ça te fait quoi, toi? Moi, je suis très fière de lui. Je suis très fière de lui, mais alors moi, j'aime bien qu'il arrive devant, parce que comme ça m'évite d'attendre trop longtemps aussi. Et maintenant, j'en viens à me dire que j'aimerais bien qu'il arrête de faire des podiums pour éviter d'attendre les podiums à la fin, tu vois, parce que des fois, c'est long. Mais ce que tu gagnes en attente au ravito, tu le perds après la course. Voilà. Mais non, je suis très fière de lui. Moi, je suis pas pour les podiums. Moi, ce que je veux, c'est qu'il se dépasse. Je veux qu'il aille au-delà de ce qu'il veut faire, au-delà de ce qu'il pense faire, et qu'il arrive et qu'il ait pris du plaisir. C'est toujours la première question. La première chose que je lui demande, c'est est-ce que tu t'es régalé. C'est tout ce que je veux, c'est ça. Je veux pas qu'il me dise ah ouais, non, c'était mou, oh non, je veux qu'il aille au-delà de ses attentes et qu'il soit content, qu'il soit heureux, quoi. Tout simplement, qu'il soit content de lui et participer à ça. Moi, je suis contente aussi. Mais l'objectif de podium, de timing, c'est pas la priorité. C'est pas la priorité. Non, parce que finalement, quand il me donne un objectif, il me dit ouais, je voudrais la faire il est très humble, donc il me dit je vais le faire, je sais pas, en 20 heures. Mais je sais qu'il le fera pas en 20 heures. Si tout se passe bien, il la fera en moins. Et c'est toujours comme ça. Il est toujours très large dans ses temps parce que, je sais pas, il est très humble. Comme il te disait, il ne se sent pas légitime pour faire partie de ce podcast parce que pour lui, c'est un amateur, il fait juste sa passion. Il n'a pas l'esprit de compétition, de vouloir forcément être premier ou deuxième. Lui, ce qu'il aime, c'est la performance personnelle, l'échange, le partage. Il se régale à discuter des heures avec des gens qu'il ne connaît pas, qui deviennent des potes, avec qui il retrouve sur des autres trails. Voilà, c'est tout ce côté-là qui représente ce qu'on est, notre vie de voyageur, d'ancien militaire, de travail en équipe. Voilà, le trail, c'est ça en fait. Ça a bien... C'est un ensemble de choses, quoi. C'est un résumé, ouais, ça correspond bien à notre mode de vie et à ce qu'on est, en fait. Très bien. En parlant d'humilité, moi, ça me rend humble aussi que quelqu'un d'humble soit gêné d'être invité dans mon podcast. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je suis autant gêné que toi, tu sois gêné de venir dans mon podcast que moi, que tu sois gêné de... Voilà, t'as compris? Bon, on va arrêter d'être gêné, on va se lâcher là. Allez, c'est parti. Je suis très gêné que Stéphane et Chen soient gênés de venir dans mon podcast. Un petit retour sur l'UTMB, raconte-nous un petit peu le film de ta course. L'UTMB, ça a été un rêve. Ça a été le rêve, alors pas forcément dans la performance, mais ça a été... franchement, je motive tout coureur, tout trailleur à prendre le départ de l'UTMB. Il y a beaucoup de critiques sur l'UTMB, comme quoi c'est très professionnel, élitiste. Voilà, il y a beaucoup de critiques qui sont fondées ou pas, ça dépend des gens, je ne reviendrai pas là-dessus. Je peux vous assurer que pour avoir fait quelques ultras, et l'UTMB, c'est au-dessus de tout. En plus, cette année, ça a été magique. L'ambiance qu'a l'UTMB, l'ambiance des 30 premiers kilomètres de l'UTMB, je me rappellerai toute ma vie. La diagonale, je me suis rappelé d'un départ qui est magnifique, il y a des super moments. Les Templiers aussi, c'est fantastique. Le Templier aussi, mais pas comme l'UTMB.
Non, c'est pas comparable. C'est incomparable. L'UTMB, ça reste vraiment la course incomparable au monde. Alors, je n'ai pas participé par toutes les courses, mais franchement, l'ambiance qu'il y a, les frissons qu'on a au départ, qu'on peut avoir sur d'autres courses, mais je pense qu'il faut vraiment le vivre, parce que c'est de la folie. La Chamonix est en feu. Saint-Gervais, n'en parlons pas quand on rentre dans Saint-Gervais, mais c'est quasiment l'Argentine qui a gagné la Coupe du Monde à Buenos Aires. C'est de la folie. C'est indescriptible. Alors, du coup, j'ai passé Notre-Dame de la Gorge. Notre-Dame de la Gorge avec les anneaux de Oka, donc qui ont fait très énormément polémique. T'as pas fait de crise d'épilepsie, toi, c'est bon? Non, j'ai failli me casser la gueule. En plus. J'ai voulu faire le con, j'ai fait un petit saut, je me suis pris les pieds dans les bâtons, j'ai dit oh putain, j'ai failli finir par terre. Puis ça y est, fin de course dans les anneaux de Oka, on va être bien. Du coup, c'est pas passé, le film, ça va. Tu passes par des endroits techniques et tu te blesses sur les anneaux, merde. Et là, je fais le con. De toute façon, en fait, j'ai fait le con sur les 30 premiers kilomètres, ce que je ne ferai pas sur la prochaine, parce qu'en fait, j'ai profité énormément du public et je me suis bouffé beaucoup de calories. Beaucoup d'énergie. C'était. C'était la première fois pour toi, l'UTMB? Ouais. C'est tellement compliqué, en fait. L'UTMB, c'était vraiment la première fois. Prendre de la distance avec cet environnement-là qui se submerge, en fait. Mais c'est dur. C'est dur. Je comprends Mathieu qui le parlait dans son podcast, qui disait que cette année, en fait, il a mis les œillères et qu'il a rien écouté. Et je le comprends parce que franchement, moi, j'ai bouffé énormément d'énergie à faire des holas, à taper dans les mains, à profiter du public. Mais franchement, je ne regrette rien parce que c'était mémorable. C'était majestueux. C'est au-dessus de tout en trail. Je suis désolé. T'as pas à l'être. Il faut être très transparent. C'est vraiment mon ressenti. Ouais, je pense que c'est le ressenti quand même de beaucoup de coureurs. Mais même nous, de l'autre côté. C'est une fête, mais c'est fantastique. Voilà, l'organisation, c'est hyper bien rodé. Pareil, on a beau les navettes, etc. On a beau critiquer. Tout est parfait. Tout est bien rodé, que ce soit côté organisation, côté ravitaillement. Et ma course en elle-même, alors je suis parti quand même, je fais un peu le fou au départ au niveau avec le public, mais je suis parti très très calme parce que première UTMB, je voulais à tout prix le finir. De toute façon, il était clair qu'il fallait que je le finisse. Il pourrait arriver n'importe quoi, donc je l'ai fini. C'est déjà ma première victoire. Je suis parti très cool en fait jusqu'à Courmayeur. Je m'étais fixé des temps vraiment très très cool. J'avais un petit peu d'avance. Du coup, à Courmayeur, je crois que je suis dans les 200 à peu près. Donc vraiment vraiment très cool. Je passe une nuit de rêve. Franchement, une nuit de rêve. J'ai adoré. J'ai profité alors pas du paysage parce qu'il fait nuit, mais j'ai profité de l'ambiance, j'ai profité de la chaîne de lumière faite par les frontales qu'on voit monter dans les différents cols. Ça, c'est mémorable. Voilà, je m'en rappellerai toute ma vie. On l'a sur d'autres courses, mais c'était encore au-dessus de tout. Et à partir de Courmayeur, je me suis dit, allez, je vais un petit peu accélérer parce que franchement, j'étais plutôt frais à Courmayeur. J'avais vraiment pris cool. Et j'ai commencé à accélérer. Ça s'est très très mal passé. Sur la montée après Courmayeur, en fait, j'ai pris un coup de... En fait, j'ai dû faire une pause trop longue à Courmayeur. C'est là où on a fait 10 minutes ou 15 minutes de pause. Et du coup, moi, j'ai voulu accélérer derrière dans la première montée. Ça a duré 10 minutes et ça fait plof. Je suis arrivé au refuge qui est au-dessus, je ne me rappelle plus le nom. Et j'étais pas bien, j'étais au bord du malaise. Je me suis assis, j'ai remangé. J'ai pas compris pourquoi. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'étais vraiment pas bien dans cette montée et que je me suis... Voilà, j'ai très très mauvaise sensation. Avant que ça revienne naturellement. Et après la fin de course, c'est pas mal passé jusqu'au 120e où là j'ai plus de cuisses. J'ai les quadriceps qui ont brûlé. Un peu le même ressenti que Samir Tazi t'avait fait en remontée. En fait, j'avais plus de cuisses, donc j'ai fini un petit peu à l'arrache sur les 3 dernières grosses bosses. Et en retour d'expérience, effectivement, c'est peut-être dû à ma blessure et au manque de renforcement musculaire que j'ai fait en début de saison que j'ai payé à partir du 120e kilomètre. Donc voilà, après je finis pas trop mal, je finis en 26 heures et quelques, je crois, je suis 70e je crois, donc voilà, vu le plateau que cette année, avec le même temps les années précédentes, j'étais aux alentours de la 30 ou 40e place, donc voilà, je ne peux vraiment avoir aucun regret, même si je dois le refaire, je le ferai un peu plus rapide sur la première partie, je renforcerai un peu plus dans la saison, voilà, toujours plus, on a toujours envie de s'améliorer, mais l'UTMB, alors j'ai passé la ligne en disant plus jamais de ma vie. Plus jamais. J'avais tellement des cuisses à partir du 120e en feu, je pensais que mes quadriceps allaient se déchirer, que j'ai dit plus jamais, et ça a duré 2 jours. Et au bout de 2 jours... 2 jours ? Ouais, 2-3 jours. En général, c'est 3 jours. Ouais, c'est ça. Allez, 48 sur 72 heures, j'ai pas la minute exacte. 48 sur 72 heures, d'un coup, t'as ton cerveau qui fait clic. Exactement. Et là, je dis... Le matin, tu te lèves, tu dis, c'est quand les inscriptions? Comment on se réinscrit avec un nouveau système? C'est exactement ça, mais on est tous pareils, c'est affreux ce sport. Et t'as mis du temps à revenir de l'UTMB. Il a mis 3 semaines à peu près. Ah ouais. Il était que en boucle là-dessus. Ouais. C'était un rêve pour moi, je voulais vraiment faire l'UTMB en plus de la Diagonale des Fous, et ça a été vraiment...
Puis franchement, on a eu la chance cette année d'avoir une édition, mais comme tout le monde le dit. Mais même les conditions climatiques étaient parfaites. Les conditions étaient top, on a eu un peu le plus au départ, mais les conditions étaient bien. Le plateau était parfait, t'as pris le départ avec Kylian. Ouais, bon, j'ai pas eu la chance cette année d'être en élite parce que cette année, il est plus de 800, il y en avait, je sais plus combien. Moult. Ouais. Moi, je redescends. Avec l'âge, en fait, j'ai passé la petite barre des 800 et puis je suis en train de redescendre là. Donc, suite aux blessures et avec les performances aussi. Donc, du coup, cette année, j'étais pas en élite, donc j'ai pas participé j'étais pas dans le SAS, mais j'étais pas loin. Et du coup, j'en ai quand même sacrément profité. C'était magnifique. Superbe expérience. Ah ouais, c'était. Franchement, je veux dire, tout le monde, essayez, s'il vous plaît, si vous pouvez, prenez le départ de l'UTMB. C'est fantastique. Christelle, ton côté, un petit retour sur cette édition moi, on était donc avec ses parents. Il y avait un couple d'amis à nous parce que Steph a une capacité, je ne sais pas comment il fait pour fédérer les gens sans en parler. Autour du trail, c'est-à-dire que les gens le suivent, des gens l'accompagnent alors qu'on n'en parle jamais et ils le voient à travers les réseaux, ils regardent, il y a des gens qui ont suivi sa course sur l'UTMB Live sans qu'on leur ait dit que sans en parler. Il est très fédérateur là-dessus, donc on a un couple d'amis qui est arrivé avec nous, on avait loué un chalet et dans ce couple d'amis, l'homme est cuisinier. D'accord. Donc du coup, c'était le commis de cuisine particulier de Monsieur Echen pour cette UTMB. Donc on a fait tous les ravitaux ensemble dans les 24 heures. Ses parents également étaient là. Donc c'est pareil, c'est encore du partage, c'est encore un travail d'équipe. Moi j'ai trouvé ça fantastique, le système de navette, parce qu'on est toujours très stressé de toujours rater. Moi j'avais très peur de le rater à ces ravitaux. C'est très compliqué de ça, surtout qu'à l'UTMB c'est tellement timé. Dans les autres trails, tu peux arriver quand tu veux. À l'UTMB, t'as que 15 minutes avant, tu peux rentrer dans le sas. C'est-à-dire que 15 minutes avant, si t'as à 20 minutes, tu n'as pas le droit de rentrer pour t'installer. Donc, et là, je leur disais, mais mon mari, il arrive toujours avant. Et ben, tant pis, madame, mais c'est 15 minutes avant. Donc, t'as un système t'as ton téléphone, t'as une espèce de flash code qu'il te flash. Si c'est pas vert, tu ne rentres pas. Donc c'est hyper carré, c'est très très bien fait. T'as de la place pour t'installer, t'as l'alimentation pour eux. C'était vraiment une organisation mais fantastique. T'as donc les systèmes de navettes, t'as des routes à prendre. C'est magnifique aussi de faire le tour du Mont Blanc, d'aller en Suisse, d'aller en Italie. Moi, je me suis régalée. Le départ, c'était magique. Moi, je pleure à chaque fois parce que cette musique-là de Vangelis qui transcende tout le monde, c'est juste magnifique. Et cette année, donc à la fin, donc il passe la ligne. 2-3 jours après, je lui dis voilà. Et c'est là où je crois que c'est eu le déclic. Je lui dis, tu sais ce que j'aimerais, moi? J'aimerais faire une course de l'UTMB. Moi qui n'ai jamais fait plus de 20 bornes. Il dit, ah ouais? J'ai dit, oui, moi aussi j'ai envie de vivre ça, de l'intérieur et plus forcément de l'extérieur. Donc, j'aimerais faire l'OCC dans 2 ans. Et il me dit, ok, on y va. Et donc maintenant, voilà, donc notre objectif, il est en 2024. Évidemment, si je fais l'OCC, il va essayer de faire l'UTMB. Monsieur, il faut toujours qu'il soit là. Ah ben oui, il peut pas me laisser toute seule, tranquille, faire mon truc. Non. Il m'a dit, 2 jours après, finalement, tu pourras aussi me faire les ravitaux. Oui, je pourrais te faire les ravitaux. Donc voilà, donc l'objectif maintenant, c'est l'UTMB. Donc du coup, on s'inscrit à des courses pour pouvoir avoir les fameux points pour pouvoir s'inscrire. J'espère que seulement qu'on sera tiré au sort. J'espère que je serai tiré au sort et pas que lui. Avant tout. Avant tout. Et voilà, dans l'UTMB, c'est vraiment, en termes de crew, d'équipe, d'accompagnement, l'une des courses les plus faciles, les plus bien organisées que j'ai eu à faire. Vraiment, c'était fantastique. Très bien. Bon, c'est parfait. Ouais. On arrive tranquillement à la fin de notre échange. Stéphane, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer ? Alors très rapidement sur ce que disait Christelle par rapport au réseau, moi je parle peu dans les réseaux, je suis pas de la génération réseau, je fais encore des Facebook où je fais mes récits de courses, mais en fait c'est plus pour moi. Des fois ils sont un petit peu longs parce qu'en fait ça me fait des souvenirs, en fait c'est un peu mon roadbook en quelques années, des fois j'ai des rappels et c'est sympa de se replonger dans les courses, avoir des vieux souvenirs qui reviennent. Et c'est toujours aussi compliqué parce que quand tu as des sociétés, des marques qui viennent te voir pour te proposer du matériel, ça m'est arrivé et j'ai eu quelques marques qui m'ont suivi et où j'ai testé du matériel, j'ai utilisé. C'est pas toujours simple à gérer parce qu'en fait ils te demandent forcément de mettre des informations, d'être souvent sur les réseaux et moi c'est pas mon truc, donc c'est vite tombé à l'eau.
Ça a duré quelques années, mais c'est vite tombé à l'eau parce que toutes les semaines, quand on se dit, tiens, il faut que tu refasses une publication, tiens, il faut que tu refasses une publication. T'as l'impression de te forcer, quoi. Ouais, voilà, clairement. Ou même du matériel, à un moment donné, j'ai testé une marque maintenant qui marche bien, j'ai testé leur sac, et ça passait pas. Donc, je vais pas me forcer à utiliser un sac parce qu'il faut utiliser un sac. Aujourd'hui, je peux me payer un sac. Je préfère me payer un sac plutôt qu'avoir un sac qu'on me propose de tester. Donc voilà. Ça ne correspond pas, quoi. Non, ça me correspond pas du tout. Non. Ou le produit est bien et sympa et j'en parle un petit peu, je l'utilise. Mais si ça marche pas, si ça matche pas, je ne me force pas. Je veux pas me forcer. Ok, très bien. Christelle, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure notre échange ? Non, je dirais que vu que les podcasts sont écoutés par des gens qui sont fans d'ultra trail, qui sont passionnés, ou même des gens qui découvrent, et de trail bien sûr, je veux dire c'est qu'il n'y a pas de limite, qu'il faut croire en ses rêves, que moi en tant qu'accompagnatrice c'est également et pas que c'est quand même du taf, que c'est tout aussi honorable, que le trail c'est peut-être un sport qu'on fait en solo, mais c'est avant tout un travail d'équipe. Et qu'il faut en profiter, il faut profiter de cette liberté qu'on a de pouvoir courir dans les montagnes, dans les collines, de rencontrer du monde. Moi, je trouve que c'est un super sport avec des très belles valeurs et j'encourage tout le monde à en faire et à se surpasser. Voilà. On peut faire l'UTMB comme on peut faire les collines du Berger. Exactement, voilà. Et en ayant le même plaisir. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est chouette, on a le choix, on a la liberté. Oui. Le trail, le sport individuel le plus collectif, je dis souvent. Ouais, c'est vrai, c'est une belle phrase ça, c'est vrai. Merci beaucoup à tous les deux. Stéphane, un dernier petit message. Du coup, on va bientôt mettre les baskets. Là, le soleil vient de revenir sur la Provence. On va aller se faire une petite découverte Luberon. On va aller se faire une petite sortie. J'espère que tu vas arriver à me suivre, Stéphane. Ouais, je vais. C'est pas la grande forme. C'est le mois de décembre, on est plus chocolat et alcool en ce moment qu'entraînement. Donc, j'espère que Christophe m'entend pas, mais il s'en doute sûrement vu que je refuse un peu ses. Salut Christophe. Je refuse un peu ses entraînements de temps en temps. Non, merci vraiment Nico pour ce moment partagé. Merci à tous les auditeurs effectivement de suivre Nico qui fait des super podcasts et cette communauté trail en fait qui s'agrandit à travers tous les podcasts et tous les événements, que le trail reste comme ça, comme il a été créé au début, avec cette notion de partage. Pour moi c'est hyper important. On s'en fout de pas être au JO, on s'en fout de pas alors il y a des Golden Trail Series, choses comme ça qui sont prises pour les îles, c'est très bien, on voit notre sport, mais franchement que ça reste comme ça, que il faut pas perdre l'essence du voilà, tout à fait. Faut vraiment pas perdre l'essence du trail, de la découverte, du plaisir d'être en montagne ou en. Et l'esprit trail existe vraiment ou pas? Oui. Ouais, je pense qu'il existe, peut-être pas pour la totalité des coureurs, puisqu'il y a des gens qui arrivent avec une autre notion, mais je pense que l'esprit trail existe par rapport à d'autres sports, complètement. Ah oui. Ce que tu trouves en trail, tu le trouves pas. Enfin, tu peux peut-être le trouver dans d'autres sports, on les connaît pas tous, mais c'est quand même un des sports où tu restes, surtout l'ultra, où tu fais un effort pendant plus de 30 heures, des fois 40 heures. T'imagines, quel sport fait ça? Oui, puis comme tout le monde dit, trouve un sport où tu prends le départ entre les meilleures élites au monde et un mec qui va être avec les barrières horaires. Ça n'existe pas. Je pense pas, là, comme ça, il m'en sort pas un, mais t'as un Kylian Jornet et t'as le gars qui. Bon, ils sont pas dans le même sens. Hein. Ils sont finalement dans le même sou, ils prennent le même départ. Ils prennent le même parcours, en tout cas. Ouais. Si, il y a la Coupe de France qui est comme ça en foot, mais bon, que les amateurs arrivent au niveau professionnel, c'est long, quoi. Alors que là, on part tous en même temps. Et le dernier a autant de mérite que le premier en trail. Même plus, des fois. Ouais. Même plus, c'est clair. C'est les belles paroles pour terminer. En tout cas, je souhaitais vous remercier de m'avoir accueilli chez vous. C'était super agréable. Et puis, vous êtes un beau couple et bravo pour tout ce que vous faites. Et puis, je le répète une dernière fois, mais là, c'est un peu encore une fois en mode la femme qui suit son mari, mais c'est aussi souvent dans l'autre sens. Et puis, Stéphane sera derrière toi pour ton OCC en 2024, je pense. Mais intérêt, oui. Intérêt. Et peut-être que d'ici là, je ferai même le TND. Et alors, même pas peur. On craint des gars quand même chez nous. Oui. Allez, merci beaucoup et puis à très vite. À bientôt. Merci, au revoir. Allez, salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Stéphane et Christelle et Shane, que je remercie une nouvelle fois pour le temps qu'ils ont accordé au Let's Trail Podcast. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux Rennes Plus Simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Trail Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre personnel sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf. N'hésitez pas, si vous souhaitez aider le podcast à être de plus en plus visible, à en parler autour de vous, à au moins 2 personnes, comme dirait Mathieu Stéphanie, ou alors aller sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, mettre
5 étoiles et un petit commentaire, ça aide le podcast à remonter dans les classements. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut!